Bonjour à tous, Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Arnaud Aron-Hupinski. Je rappelle que vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences, chercheur en théologie et expert en système logique. Vous avez étendu la grille de lecture de vos recherches pour démonter les mécanismes secrets du langage du pouvoir, décrypter son double jeu et réarmer l'intelligence en lui permettant de se réapproprier ses instruments de pilotage pour le contrer. Ce thème n'a jamais été autant d'actualité. Vous allez nous en dire plus aujourd'hui sur le sujet central de la secte franc-maçonnique en France. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres aux éditions du BIEF, 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, la perversion mathématique, l'œil du pouvoir, clé pour les mathématiques, la science à l'épreuve du linceul, la tête coupée, le secret du pouvoir, qui est votre ouvrage majeur, enquête au cœur de la censure, et enfin Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique en 2017. Arnaud Hupinski, bienvenue à France Liberté. Merci, bonjour. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. Alors, Arnaud Hupinski, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de sujets très brûlants. Là, on va parler principalement de la franc-maçonnerie. Dans la lignée du carême initiatique à l'art royal et la magie noire, nous sommes au cœur du langage, votre domaine d'expertise. Vous dénoncez la puissance de feu intellectuelle dont dispose la franc-maçonnerie pour fabriquer mots, concepts, doctrines permettant de gouverner les esprits et les aveugler. Au cœur de cet aveuglement est la déclaration des droits de l'homme, en quoi ce langage symbolique est la clé du plafond de verre de la secte franc-maçonnique. Ce que je voudrais dire, c'est la question de la franc-maçonnerie est un sujet extrêmement difficile, tabou. Euh, Beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet, mais la grande question, c'est de ne pas rentrer dans le sujet n'importe comment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors que j'écris depuis de plus de Yel 5, depuis 1977, je n'avais fait qu'effleurer la question de la franc-maçonnerie et j'ai l'habitude, quand j'aborde un sujet, de l'aborder à l'occasion d'une rencontre, si je peux dire, d'une rencontre, d'une nécessité, parce qu'il ne s'agit pas de répéter ce que disent les autres, il ne s'agit pas de compiler, il s'agit de faire œuvre utile, bien entendu, et novatrice. Et donc, c'est très important de comprendre pourquoi je suis amené, d'une part, à étudier la franc-maçonnerie et aller jusqu'au bout de l'explication qui n'a jamais été donnée jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, la question de la franc-maçonnerie est attaquée ou bien d'une manière polémique, ou bien d'une manière très ésotérique. Et moi, je l'attaque par la question, si je peux dire, de la méthode, et je vais dire de la question scientifique, je dirais même morée géométrico. Donc, pour aborder ce sujet, si je ne veux pas rentrer dans les ornières qui m'ont précédé, si je peux dire, il y a, et vous l'avez très bien dit, c'est à l'occasion du carême initiatique à la magie noire et à l'art royal, donc faisant suite, disons qu'à mon livre sur la magie, puisque j'ai introduit le sujet de la magie politique, et non pas par hasard, là encore, mais parce que Macron a dit la politique, c'est un style, c'est une magie. Bon, et je constate que, alors que mon livre, qui est ici présent, si j'ose dire, est sorti depuis l'élection de Macron, aucun journaliste n'a traité le sujet. Et là, on est au cœur du drame du plafond de verre. La magie fait partie, bien entendu, du plafond de verre. C'est que tous ces gens qui parlent et déparlent, ces faiseurs de mots, qui parlent évidemment de liberté d'expression, de débat démocratique et autres, lorsqu'on leur donne l'explication clé de Macron, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, de ce qui fait son pouvoir par le langage ventriloque, effectivement, eh bien, personne ne suit. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction, c'est que à quoi cela sert-il de dire les choses si cela ne se traduit pas dans l'espace public, ce n'est pas traduit, disons, démocratiquement, entre guillemets. Alors, le prérequisite pour aborder ce sujet,
Bien entendu, tout le monde attend que je donne le secret du bout du secret, mais il faut commencer par avoir un engagement personnel. Bon, c'est-à-dire que c'est une certaine attitude. Pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, il faut rentrer dans une démarche. Cette démarche, elle est initiatique. Et l'initiation, ce n'est pas comme une information. L'initiation engage toute la personne. Donc, en Afrique et dans tous les peuples, il y a toujours une phase initiatique. Pour faire simple, c'est quand on devient un homme, où l'initiation, elle est religieuse. Et pour la franc-maçonnerie, évidemment, il y a une initiation. Il y a des degrés. C'est-à-dire qu'on ne vous apprend pas du tout du premier coup. Et justement, c'est une des raisons qui fait qu'il va falloir expliquer pourquoi il y a ces degrés. Et, bon. Et alors, en plus, il y a cette question, il faut rentrer dans une question de valeur morale. On n'est pas dans une information. Dans une information brute, il fait beau. Non, c'est un engagement moral. Et le moral, c'est le guide de l'action. Ensuite, il faut s'engager. Il faut un minimum de connaissances. C'est pour ça que j'ai lancé cette initiation, je rappelle, à la magie noire et à la royale. Voilà le grand secret du langage qu'on n'est pas cité pour triompher de Macron à Pâques. Bon, et ça, c'est très important. Pourquoi fallait-il triompher? Et est-ce que finalement, j'allais dire, cette magie que j'ai mis en œuvre a abouti? Et il faut être prêt à un coup. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est, disons que la franc-maçonnerie, notamment, c'est comme pour les mathématiques, et moi je l'aborde du point de vue mathématique, eh bien, il faut faire un effort. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ça rentre par une oreille et que ça ne soit par l'autre. Il y a un coût à payer. Alors, effectivement, dans mes degrés d'initiation, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais parfois, il faut reprendre, il faut écouter, il faut réfléchir. Et on peut passer au deuxième degré, en principe, que si on est passé par le premier degré. Alors, il y a un point de départ aussi. Le point de départ, c'est vrai que Confucius disait on ne peut pas s'entendre et parler si on ne s'est pas entendu sur des valeurs communes, sur l'objet du débat. Bon. Et là, pour rentrer dans cette question de la franc-maçonnerie, pourquoi est-ce que je l'aborde? Eh bien, c'est parce qu'il y a un vide total de vérité. La vérité est interdite actuellement. J'en ai parlé. Alors, la question, c'est comment se fait-il que la vérité soit interdite? Même, vous savez que la presse allemande, pendant cette question du coronavirus, a dit c'est l'absurdistan. Donc, on est dans une situation qui n'a jamais été vue, une époque extrêmement prétentieuse. Tout le monde a le bac maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde sait tout. Et pourtant, la vérité est interdite. Donc, pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, la première étape, c'est de se dire effectivement de reconnaître que la vérité est interdite. Il y a deuxième étape, donc absence de vérité, il y a l'absence de conscience. Il n'y a aucune conscience morale actuellement, aucune conscience personnelle. Tout le monde s'étourdit, le bruit, on est constamment, mais il n'y a pas, tout est fait pour nous empêcher d'avoir une conscience. J'entends par une conscience morale. Il y a la loi qui nous oblige, et puis à reste, il n'y a plus de conscience. Alors justement, vous dénoncez, vous accusez la franc-maçonnerie d'être contre les valeurs consubstantielles chrétiennes du modèle français, contre les commandements, contre la France, contre sa morale pérenne depuis Clovis. C'est là où vous voulez en venir? Non, 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 ça c'est la fin. On en est au tout début, hein, on y viendra si vous voulez, mais c'est cette idée, si vous voulez, que, effectivement, bon, je le dis tout de suite, évidemment, on va y venir sur pourquoi est-ce qu'il faut savoir ce qu'est la franc-maçonnerie, pourquoi est-ce important. Donc, de conscience, et troisièmement, on a une époque, une absence de courage, donc il faut, pour s'engager dans la question de la franc-maçonnerie, avoir une volonté de changer. Ça, alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre la démarche? Je ne suis pas là pour critiquer, pour accuser, pas du tout. Je suis en train d'expliquer comment ça marche. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, ça c'est la méthode scientifique. Il y a un plafond de verre. Bon, il en a été question pendant ces élections présidentielles. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Et j'ai commencé à dévoiler le secret, si je peux dire, des maths modernes quand j'ai vu qu'on détruisait l'intelligence. Hein, ça, c'était l'alpha, je peux dire, de mon engagement. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, je ne vais pas tout rappeler, mais vous avez cité un certain nombre de livres. Et puis, on nous a amené à Macron, le président ventriloque. La royale et la magie politique. Alors là, on rentre dans la magie et on va revenir sur la question après de la franc-maçonnerie. Il y a un truc. C'est-à-dire, quand vous avez toute une population, excusez-moi de le dire, qui est complètement abétie, ça ne veut pas dire qui est totalement abétie au sens politique du terme, il n'y a plus aucune intelligence politique. Quand vous dévoilez des choses, et là, c'est ce que je fais sur la franc-maçonnerie, nous allons en parler, qui sont, je veux dire, gigantesques, personne ne bouge. Donc, comment se fait-il qu'il y ait ce charme, on peut dire, cette magie qui fait que les Français n'existent pas au plan moral, au plan intellectuel, etc. Certes, ils agissent comme des fourmis, comme des insectes. Chacun, il y en a un qui conduit son camion, qui porte cette chose, qui
réalisent des tâches élémentaires qu'on appelait autrefois mécaniques chez les Grecs, mais dès que l'on monte sur la question de l'intelligence que les Grecs appelaient libérale, il n'y a plus personne. Vous voyez les politiques, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de débat présidentiel, par exemple, mais c'était hallucinant. On vous raconte qu'on est en démocratie, il y a la majorité des Français qui n'ont pas voté, si vous voulez, et on parle de majorité. Ils ont même inventé un terme, la majorité relative. La majorité relative, c'est un nouveau terme, puisque, bon, on vous dit, bon, on est chez les fous. On est absolument chez les fous, et Macron a fait les choses à l'envers, il nous les joue à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat présidentiel, il s'est fait élire, et puis la magie, c'est qu'après, il a fait une vidéo pour donner son pseudo-programme, et il a dit, puisque j'ai été élu, c'est que mon programme est bon, et vous avez choisi mon programme. Donc vraiment, excusez-moi de remplir le terme, on nous prend pour des cons, et vous avez Philippe Guillaume qui avait écrit son livre « Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent pas être pris que pour des cons », mais ça continue, ça continue, ça continue. Alors, c'est pour ça que le passage par la franc-maçonnerie est absolument indispensable. Donc, l'alpha pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est de bien réaliser à quel point nous sommes dans un monde à l'envers. Bon, qui parle de démocratie, c'est l'inverse. Il faut toujours inverser ce que dit le président, et là, on est près, ou les politiques, on est près du résultat. Bon, et si j'ai lancé ce carême initiatique, il faut comprendre pourquoi je l'ai lancé, c'est que effectivement, au départ, le plafond de Levert, je le voyais plutôt à la Révolution. Parce que je vous rappelle que l'académicien Harpe, 150 ans avant Orwell, avait bien découvert cette chose hallucinante que le langage révolutionnaire, c'est-à-dire le langage de Macron, le langage qui est au pouvoir, le langage d'où sont sorties toutes les tyrannies, toutes les dictatures, tous les crimes, eh bien, c'est ce langage révolutionnaire qui a vraiment émergé, mais il date même d'avant, à la Révolution. Donc je pensais dévoiler effectivement, disons que le secret, comme je continuais de le faire sur la Révolution, mais j'ai vu qu'il fallait aller plus loin. Bon, ça c'était la clé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, réaliser à quel point tout est exactement à l'inverse. Tout fonctionne à l'inverse. On annonçait il y a quelques jours que le vaccin avait sauvé 20 millions de personnes. Eh bien, il faut tout inverser, tout inverser. Alors, une fois qu'on a pris conscience de cette chose qui est ahurissante, parce que comment expliquer qu'un monde tourne à l'envers et tourne quand même? Alors ça, c'est effectivement de la magie. Mais ce qui me rassure, c'est que déjà le 31 décembre 1794, après la chute de Robespierre, l'académicien Laharpe, qui est bien connu pour son traité de littérature, avait dit c'est un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit, il appelle vertu ce qui est le vice, etc. Donc déjà, et puis en plus, c'est conforté par Orwell. Donc, il est possible qu'un langage dise l'inverse de ce qu'il fait. Alors ça, c'est la clé. Et la découverte que j'ai faite, et puisque vous avez abordé la question, c'est que c'est par un certain nombre d'étapes. Mais il faut bien prendre conscience. La première étape, c'était au fond, le mercredi décembre, je découvre, de manière tout à fait étonnante, que si vous voulez, je rappelle que le mercredi décembre, c'est le mercredi de la liturgie qui dit nous sommes poussière, nous retournons à poussière. Et là, le monde contemporain ignore totalement cette chose. C'est-à-dire que certains vous disent que nous sommes dans un monde ouvert, qu'il faut être ouvert. J'ai écouté un certain Bernard-Henri Lévy dire il ne faut pas être cramoisi, refermé sur soi-même. Mais notre monde est totalement fermé puisqu'on ne vous dit pas quel est l'alpha, d'où vous venez, et on ne dit pas où vous allez. Bon, au moins le mercredi décembre vous rappelle que vous êtes poussière et que vous retournez poussière. Donc ça rend un petit peu modeste, si vous voulez. Et je m'amuse d'ailleurs quand je vois sur les plateaux télévisés toute cette bande de vaniteux, de prétentieux, évidemment, salariés, mercenaires. Je fais tourner le curseur du temps, je leur donne 10, 20, 30, 40, et après ils se retrouvent dans les EHPAD, et après vous allez. Et ça rend un petit peu modeste. Nous sommes dans la première société qui ne s'intéresse pas à l'au-delà. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à une petite route de vie, très courte, bien portant, beau, etc. Bon. Alors, je reviens donc à cette question de la franc-maçonnerie. Dans ce carême, donc, je découvre qu'il y a un parallèle entre la liturgie et la politique, en particulier que le premier tour qui est le dimanche disons des rameaux, Pâques c'est le 10 avril et le 24, ça va être le deuxième tour. Donc c'est tout à fait étonnant. Et même la reine d'Angleterre qui s'y est mise, puisqu'elle correspond également à la liturgie. Et donc j'ai eu cette idée, je me suis dit au fond, la France évidemment est un pays qui a été façonné par le catholicisme, bien entendu. Donc quelles sont les vérités religieuses?
Et puis, on met en parallèle quelles sont les vérités, les erreurs ou les mensonges politiques. Et on voit que le carême demande une purge du péché, donc de nos mensonges, de nos défauts, et c'était le problème de la politique des présidentielles, comment nous purger du plafond de verre. Le mensonge étant, le péché étant le plafond de verre à sa manière. Et alors, ce qui est étonnant, c'était un défi, et c'est que ça a fonctionné, et ça continue à fonctionner parce que je n'ai pas terminé, contrairement à ce que je voulais, parce que je vais de découverte en découverte, ce qui n'ont jamais été faites, et c'est extrêmement difficile. Et donc, au début, je me suis dit, le but, c'est de purger, de nous purger personnellement. Au plan liturgique, bien entendu, c'est de nos fautes, de nos péchés, si je peux dire, mais en politique, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre qui nous empêche d'arriver au ciel de la politique. Et là, j'ai donc nous purger du mensonge personnel. Et là, j'ai donné les 3 premières clés qu'il faut bien concevoir. Et je dis que ce sont les clés d'invincibilité de la théologie dans laquelle nous allons venir, parce que, effectivement, la maçonnerie, je dis tout de suite pour ceux qui nous écoutent, elle est théologique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une république laïque. Nous sommes dans une république dominée par la théologie. Et comme le disait très bien disons que le célèbre diplomate Talleyrand, il disait que ce qui lui a permis d'accéder à l'excellence de la théologie, la diplomatie, c'est la théologie. La théologie, c'est la science suprême. Quand vous voyez liberté, égalité, fraternité sur les monuments, c'est la théologie. Et ce sont les valeurs suprêmes qui sont interdites aux Français. C'est que les Français croient que nous sommes dans la laïcité, évidemment, et donc ils n'accèdent pas aux valeurs desquelles découle le pouvoir. C'est-à-dire que la politique est d'ordre symbolique, c'est-à-dire théologique. Alors les 3 clés fondamentales, évidemment, du départ, le premier degré d'initiation, c'est le diable est le singe de Dieu, donc il n'y a que 2 cases. Il n'y a pas 3 cases, il y a 2 cases. On est d'un côté ou de l'autre, on le verra après. La deuxième chose, c'est que, disons que la magie est divisée en 2 blocs. Il y a le bloc magie noire ou magie blanche, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de magie crème, chocolat ou crème glacée. Et la troisième, c'est que la grande figure, j'en ai parlé tout à l'heure, d'inversion, c'est l'inversion du diable, de la magie, si vous voulez, et du prince de mensonge. C'est la grande figure qui domine la théologie. Et je le dis déjà en prémisse, c'est que la franc-maçonnerie, évidemment, est un copier-coller de la religion. Donc là, on est à l'aise, on n'est pas complexé, parce que j'y pensais hier par rapport à cette émission. Autrefois, nos ancêtres avaient honte de faire le mal. Maintenant, ils ont honte de faire le bien. Ils ont honte de faire le bien, ils ont honte d'être habillés correctement, de bien parler, de bien se tenir. Donc, c'est bien l'inversion des valeurs. Donc, il faut, quand vous prenez ces charmantes demoiselles qui ont des pantalons Grinch ou je ne sais pas quoi troués, alors que leur grand-mère, elle ne voulait pas avoir un fil qui dépassait. Donc, on est vraiment dans cette inversion des valeurs. Bon, alors ça, c'était le premier degré de l'initiative. Le deuxième, c'est un examen de conscience. Et de dire chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes du côté du prince du mensonge ou du côté de la vérité? Et ça, c'est la figure théologique, serviable, non serviable. Disons que le diable, Lucifer, étant du côté du non serviable. Et nous voyons actuellement que ce qui domine notre monde contemporain et la politique, c'est de se servir soi-même. Quand vous voyez, si vous voulez, je veux dire, l'appétit pour aller à la gamelle, si vous voulez, des ministres, etc., ce n'est pas du tout le service des Français. Ils ont toujours le mot français à la bouche, mais certainement pas dans leur cœur. Là, c'est la phrase de théologie, mon nom est sur tes lèvres, mais ton cœur est l'un de moi. C'est ce que, bon. Et donc là, on est dans le côté, et qui a un rapport avec la tentation. C'est-à-dire qu'en théologie, ça c'est la tentation du Christ, effectivement, adore-moi et tu domineras le monde. Donc c'est la grande question qui est posée à chacun d'entre nous. Et là, on voit très bien dans la politique, ils sont prêts à se mettre à 4 pattes, évidemment, pour aller vers la gamelle. Donc c'est tout à fait hallucinant. Alors, il y a une question d'ailleurs qui est abordée, c'est le rôle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été évacué, et dans tout le travail de sape disons que des lumières qui sont évidemment les ténèbres, parce que quand on vous parle des lumières, c'est qu'il s'agit des ténèbres, bien entendu, ça a été de mettre hors jeu l'homme, si vous voulez, la responsabilité, la conscience de l'homme, pour remplacer par les abstractions, en particulier la loi, et les abstractions, évidemment, derrière les abstractions, vous avez évidemment des manipulateurs, ce sont les lobbies. C'est-à-dire que, voilà. Et juste en aparté, Monsieur Lipinski, parler des lumières, parce quand on discute avec les gens, les lumières, c'était formidable, etc. Mais vous n'avez pas ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut retenir du siècle des Lumières? Juste quelques mots en aparté.
Alors, ce qu'on vous dit des Lumières, évidemment, c'est que c'est la fameuse philosophie du XVIIIe siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc., qu'on vous présente comme des géants. Ce ne sont pas des géants, ce sont des puces qui ne font que répéter, ce sont des agents anglais, si vous voulez. Actuellement, les lobbies sont à Bruxelles. Bon, on sait de choses. Maintenant, il était en Angleterre. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est un travail très difficile. Mais toutes les idées qu'on nous présente comme le génie français, si vous voulez, c'est Montesquieu, c'est extraordinaire, sont uniquement des agents qui sont allés prendre leurs ordres, bon, c'est dit de manière un peu plus délicate en Angleterre, et qui n'ont fait que traduire les idées anglaises en français, évidemment, qui ont donné de la grandeur, de la beauté, qui ont conféré à cette peste des idées anglaises, si j'ose dire, mais nous y reviendrons, et la majesté et la beauté de la langue française. Bon, le XVIIIe siècle est la langue si je regarde dans le dictionnaire, de l'anglomanie, et même Marie-Antoinette, à la fin, s'est convertie au jardin à l'anglaise. Et le jardin, l'évolution du jardin à la française vers le jardin à l'anglaise, et traduit bien évidemment cette prise de contrôle par ce qu'on appelle maintenant en anglais le soft power britannique. Et dans mon livre Macron, le président ventriloque, je cite bien au moment de la prise de la Bastille, mais j'y reviendrai, l'aveu de Pitt, qui était celui qui détestait la France, qui disait « Nous avons une autre manière de faire la guerre ». Et la guerre, évidemment, c'est la guerre par des agents d'influence, par l'infiltration et par le contrôle, évidemment, d'un pays sans avoir besoin d'être visible par l'armée. Mais donc, ce qui est appelé la philosophie des Lumières, effectivement, c'est tout le sujet de la question, c'est la philosophie maçonnique, tout simplement. C'est les Lumières, parce que, comme je vous disais qu'il y a deux cases, la lumière, la franc-maçonnerie, évidemment, se réclame des Lumières, et comme, effectivement, le dernier évangile de Saint Jean fait qu'évidemment, le Christ est la lumière du monde. Donc, on a affaire à des contrefacteurs, puisque le diable est le singe de Dieu, et effectivement, tout ce qui est maçonnique, il suffit de rentrer dans une loge, de regarder, ça peut se faire même à distance, pour voir évidemment le côté religieux. C'est une singerie de la religion, la franc-maçonnerie. Bon. Mais le singe peut être très habile, c'est-à-dire qu'en copiant les formes, et c'est là la magie, en copiant une forme, eh bien, vous avez la force de cette forme. Voilà. Et ça, je prends qu'un petit exemple que j'ai donné dans mes dernières interventions. Ce qui est tout de même hallucinant, c'est que les chrétiens savent que la petite lumière rouge au-dessus du tabernacle, lorsque l'on rentre dans une église, doit traduire la présence réelle. Bon. Et les maçons, évidemment, ont copié, puisque ce sont des copieurs, et ils ont le delta lumineux, ils ont cette petite lumière. Alors, le delta lumineux, les profanes penseront que c'est la Trinité, et ceux qui sont des initiés, évidemment, et verront que c'est le symbole de la franc-maçonnerie ou du grand architecte, et ou du grand architecte, et du Dieu grand architecte, et de la maçonnerie, etc. Mais il faut que cette lumière soit toujours allumée. Donc, c'est la présence réelle, copiée, si vous voulez, c'est du copier-coller. Alors, bon, voilà. Alors, donc, le degré d'initiation, donc les Lumières, il faut savoir que c'est l'obscurantisme, et les Lumières ont attaqué l'obscurantisme, mais les Lumières, c'est l'obscurantisme. Ce sont les Lumières qui ont complètement éteint le rayonnement de la France, qui ont détruit la France et qui ont porté la France. Alors, c'est le fameux déclin. Il y a des personnes qui parlent du déclin, mais personne ne va jusqu'au bout. Le déclin, effectivement, déjà, Voltaire en parlait, le déclin de la France. Le déclin, c'est lorsque si vous voulez, la lune anglaise cache le soleil français. C'est ça le déclin, c'est la destruction des valeurs françaises pour les remplacer par les antivaleurs anglaises. Pour faire très court, c'est remplacer la création par la prédation, puisque vous savez que l'Angleterre était une île de pirates. Les pirates, en général, avec Drake et des autres, se réfugient dans les îles. Voilà. Et c'est la finance, c'est la puissance de la mer, nous pouvions en parler. Donc, le deuxième état d'initiation, degré, c'est de se dire, effectivement, passons tous par ce stade. À un moment donné, nous avons la tentation d'adorer le pouvoir contre de la richesse. Dire serviam, non serviam. Bon. Et nous en avons le spectacle tragique au gouvernement, tous ces gens qui n'ont de cesse de travailler. Alors, le troisième degré d'initiation est très important parce que les choses sont énormes. Il y a des personnes qui cherchent la petite bête dans la maçonnerie, des choses. Non, c'est absolument criant de vérité, c'est simple. Mais la difficulté, c'est de voir ce qui est visible. C'est ce que disait Chirac, plus c'est gros, mieux ça passe. Je prends un exemple, liberté, égalité, fraternité. Les Français passent devant, mais ne se sont jamais posé de questions. Ça leur paraît évident.
C'est-à-dire que ce qui domine notre société, c'est 3 mots. Alors, quand vous passez évidemment devant une église, si vous avez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon, certaines personnes vont peut-être se poser des questions, et encore. Mais dans liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui a remplacé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est devenu au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, c'est vraiment au nom de cette chose-là que tout est fait. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on nous parle toujours d'égalité. Ah, l'égalité. Mais l'égalité, évidemment, l'égalité devant la loi, c'est une vaste fumisterie. Parce que ce qu'on préfère, c'est être l'égalité devant son banquier, devant son compte en banque, devant sa richesse, devant sa voiture, etc. Bon, puisque je rappelle qu'il n'y a pas d'égalité devant la loi, puisque pour avoir accès, la loi est censitaire, il faut payer un avocat. Et le meilleur avocat, c'est celui que vous pouvez payer d'une part, et en plus, c'est celui qui connaît le juge. Et ça aide beaucoup dans ce genre de truc. Donc, on se moque de nous, mais ça passe toujours. Alors, cette question d'initiation est capitale, parce que dès l'instant où vous considérez qu'il y a une société dont vous avez dit que c'est le clergé de la République, puisque nous sommes en religion. Et s'il y a un temple de la franc-maçonnerie, c'est que nous sommes bien en religion. Le temple caractérise la religion. Eh bien, c'est qu'il y a 2 sortes de Français. Il y a l'initié et on peut dire le con. Bon, c'est-à-dire que le non-initié, c'est le profane. Bon, je vous rappelle que aux mines, il y a une cellule qui définit quels sont les cons et pas les cons parmi les polytechniciens. Les cons sont ceux qui ne marchent pas dans la combine, et puis les autres, évidemment, ce sont des gens très bien. Alors, donc la société française est divisée en profane et initié. Donc déjà, ça devrait être intolérable. C'est une intolérable, si vous voulez, discrimination en démocratie, mais ça gêne personne. Tout le monde sait que les maçons existent, tout le monde sait qu'il y a des initiations, donc ils ont des secrets, ils ne s'en cachent pas, même s'ils disent c'est le secret de Polichinelle. N'empêche qu'il y a un enseignement, il n'y a plus d'enseignement de grammaire, mais il y a encore moins un enseignement de la religion d'État qui permet d'accéder au pouvoir. Bon, il suffit de prendre les statistiques pour voir qu'effectivement, l'égalité devant la loi, eh bien, ce n'est pas la même égalité. Si vous êtes franc-maçon, je pense à Valls et compagnie, vous allez être sur un accélérateur. C'est pour ça qu'il y en a tant. Donc, alors on parle de la parité, n'est-ce pas, homme-femme, mais alors la parité, un homme, une voix et quelqu'un qui est maçon ne devrait pas être plus avantagé, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est l'aveuglement, c'est l'abêtissement, c'est la crétinisation de tout un peuple, et c'est quand même tout à fait hallucinant. Bon. Monsieur Pardieu, Alors, on est juste oui. là au cœur de la discussion sur les francs-maçons. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser aujourd'hui en France, principalement, qui sont les francs-maçons? À quel endroit on les trouve? Si vous voulez, partout où il y a des lieux de pouvoir, c'est très simple. Si vous voulez, c'est comme on dit que le diable se trouve toujours près des lieux sacrés. Hein. Eh bien, vous prenez, je n'ai pas envie de donner les statistiques, je donne quelques chiffres, on pourrait le voir, mais effectivement, je ne vais pas donner des noms, mais il suffit de prendre parmi les ministres le nombre de francs-maçons. Vous avez, par exemple, d'après ce que je crois savoir, le président Hollande est le premier est allé dans une loge blanche, si vous voulez, une loge à être reçu, et Macron a été reçu au Grand Orient de France un an avant son élection. Donc, si vous voulez, il faut, c'est pour ça que je vous dis, il faut une démarche. Vous allez comprendre, effectivement, que à une époque, on peut dire, je caricature un peu, mais que la sélection se faisait par le latin. Il est évident que quand le langage nécessite la connaissance du latin, qu'est-ce qui réussit à la course? C'est ceux qui courent bien. Qu'est-ce qui réussit dans une société dans laquelle le latin est la langue du savant? C'est celui qui connaît le latin. Après, il y a eu la sélection par les maths, dont j'ai parlé pendant des années, la sélection par les maths. Et là, on pourrait dire que c'est la sélection par le langage de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, vous voudrez bien que si tous ces gens qui se prétendent évidemment d'une très haute moralité passent tant de temps à se réunir, vous comprenez bien que s'ils se cachent en disant nous sommes persécutés, c'est pour ça que nous nous cachons, etc., tout ça, c'est vraiment un grand amusement, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans le langage. Je l'ai toujours dit, le langage, il y a un pouvoir. Le langage mathématique donne un pouvoir, le latin donne un pouvoir, la grammaire donne un pouvoir. Je vous rappelle que Molière disait la grammaire, le fondement des sciences, qui s'impose même au roi et les fait la main haute obéir à ses lois. Et donc, le langage maçonnique, c'est un langage symbolique qui porte un pouvoir. Vous avez la chaîne d'union, vous avez le ciment. Et je vais vous donner un grand secret euh, que j'ai révélé à un maçon qui se disait maçon, mais qui ne le connaissait pas. Je ne dirai pas qui c'est, mais vous pourrez le nommer. Alors, je lui ai demandé, parce qu'il disait qu'il était franc-maçon,
s'ils savaient ce qu'est le damier mosaïque. Je vais vous donner l'exemple de l'esprit franc-maçon. Bon. Parce qu'il est évident que la maçonnerie étant le clergé de la République, de la religion de la République, qui est la religion des droits de l'homme, qui a remplacé les commandements de Dieu, tout ça, nous verrons, eh bien, ce langage donne un pouvoir sur les crétins qui sont les non-initiés. C'est que le français de base, c'est un crétin, c'est un con. Bon, c'est évident, dans leur langage. Et eux, d'ailleurs, il y a des noms, des choses qui ont été citées par des hommes politiques, je ne veux pas personnaliser les choses, mais ils se considèrent comme l'aristocratie, évidemment. Ils sont, et j'ai connu une femme qui était une serveuse dans un restaurant dont je n'aurai pas le nom, et alors elle était charmante. Elle était gentille, elle s'occupait de tout le monde. Vraiment, c'était charmant. Puis un jour, elle a complètement changé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Elle était devenue arrogante, cassante, etc. Et je lui ai posé la question et j'ai appris qu'elle était rentrée, qu'elle était devenue rosicrucienne. C'est-à-dire qu'il y avait l'élite, elle appartenait à l'élite, et puis les autres, c'était des insectes qui étaient autour d'elle. Alors je reviens au pavé mosaïque pour vous montrer l'intelligence de l'utilisation de la géométrie. Et là, je n'en suis pas là, mais je dis bien carême initiatique à la magie noire et à l'art royal. Là, je m'approche avec une main tremblante, comme dirait l'autre, de l'art royal. Eh bien, le damier mosaïque paraît très simple. Damier mosaïque, vous avez des plaques noires, enfin, c'est un pavé en couleur, comme vous avez dans l'entrée des châteaux ou ailleurs, en marbre ou pas en marbre, avec un carré noir, un carré blanc. Vous voyez, vous avez ce pavement de dalles blanches et noires. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce dallement? C'est ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous donner qu'une petite partie, parce que dans l'initiation, mais je vais vous donner le b.a.-ba, parce que c'est l'entrée. Et alors là, évidemment, on vous explique que le monde est divisé en deux. Il y a noir et blanc, femme et homme, soleil et lune, etc., etc. Il y a le nom et l'antonyme dans le dictionnaire, etc. Bon. Donc ça représente d'une certaine manière cette dualité du monde, le bien, le mal, etc. Bon. Alors ça, c'est fait pour les cons, si je peux dire. Bon. C'est-à-dire, c'est le premier degré, mais ça peut être utile quand même, de savoir quand même qu'il n'y a que deux cases. Bon. Mais l'initié, où est-ce qu'il est dans ce pavement? C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est la droite et la gauche, la noire et le blanc, vous voyez? C'est la droite et la gauche. C'est le débat démocratique. Il y a droite et la gauche. Il n'y a pas autre chose. C'est droite ou gauche, en avant, marche, droite, gauche, en avant, droite, gauche, etc. Bon. Et là, vous commencez à rentrer dans la manipulation et dans la science du pouvoir. Et je vous rappelle que Orwell disait la conciliation des contraires, c'est l'art de garder le pouvoir éternellement. Alors, les contraires, ce ne sont pas les contradictoires, je vous rappelle. Les contraires, c'est représenté dans le pavé mosaïque par le noir et blanc. C'est-à-dire, on peut dire noir ou blanc, ou droite et gauche, si on commence à rentrer dans la pseudo-politique qui domine le pays depuis le 11 septembre 1789, encore un 11 septembre. Eh bien, là, l'initié, il regarde entre les dalles noir et blanc. Et il y a quelque chose, même si les deux pavés, noir et blanc, les deux dalles sont très proches, il y a quelque chose entre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'interstice qui est entre les deux. Et alors, l'initié, c'est justement celui auquel on apprend à ne pas être mis en boîte. Parce que si vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous avez l'étiquette. Si vous êtes de droite, ben vous ne pouvez plus être de la totalité. Et pour dominer, il faut dominer ensemble. Donc, celui qui va dominer la politique, c'est celui qui sait concilier les contraires. C'est le en même temps, n'est-ce pas? Bon. Le pauvre imbécile qui n'est que d'un côté, il est coincé. Il est dans une boîte, on lui met une étiquette et on l'envoie à la poubelle. C'est comme ça que pensent les initiés, avec le plus profond mépris des cons. Hein. Donc vous êtes en train de dire que les initiés se placent sur la jointure du pavé noir et du pavé blanc? Ils ne veulent pas être pris, ils ne doivent pas être identifiables. Je vous dis, nous avons la chance, si je peux dire, d'avoir un président de la République qui dit en même temps, ce n'est pas par hasard. Le en même temps, c'est celui qui est à droite, à gauche en même temps, qui est au-dessus, en bas. C'est celui qui dit que qu'il aime la France, mais que la France a fait un crime contre l'humanité. C'est ça, en même temps. Je t'aime, moi non plus, etc. Donc, il est insaisissable. C'est le caméléon, si vous voulez. Bon, donc, le maçon, on lui apprend à concilier les contraires pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas un homme de conviction. C'est un homme de manipulation. Et on arrivera à la géométrie. Alors, donc, le secret, je vous l'ai dit, premier degré, on indique la dualité. Après, on dit les cons sont divisés en deux, si je peux dire. Ils sont ou à droite ou à gauche.
Ça, c'est le débat démocratique qui ne peut arriver à rien, parce que c'est forcément la synthèse qui permet de conclure. Ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, c'est d'être du bon côté, du côté de la vérité, du bien et d'autres choses. Et donc, mais la deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a l'initié, le super initié, le super super initié, parce que la franc-maçonnerie, c'est comme les poupées gigognes. C'est-à-dire qu'il y a un degré, et là, je ne vous dirai pas tout, n'est-ce pas? On ne vous dit pas tout aujourd'hui. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des degrés? Comment est-ce que comment les poupées rentrent-elles les unes dans les autres? Mais donc, je vous décris quelques poupées. Après avoir dit effectivement qu'il faut passer entre les mailles du filet, si vous voulez, c'est important. Mais en même temps, ça permet d'être ni noir ni blanc, de passer entre les deux. Mais en même temps, si je peux dire, ça permet de relier les deux. Parce que le liant, le ciment, c'est celui qui lie les deux. Donc, on vous indique là que le liant entre la droite et la gauche dans le débat démocratique, ça va être le langage maçonnique. Voilà un des secrets d'initiation. Tandis que vous avez les cons qui cherchent à être sincères, dire moi je suis droite, de gauche, mais ils n'arriveront jamais à rien parce qu'ils n'ont pas le lien. Alors vous posiez la question du rôle de la franc-maçonnerie. Le rôle de la franc-maçonnerie, c'est le rôle du clergé. Vous savez le rôle qu'a joué, je ne vais pas citer Mazarin, je ne vais pas citer Cardinal de Fleury, je ne vais pas citer Richelieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le langage de la royauté de droit divin, si je peux dire, était forcément le ciment, si je peux dire, pour reprendre la comparaison, c'était la religion. La franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Donc, c'est pour ça que le critère de sélection, c'était la religion du temps de la royauté, pour faire court, et du temps, la véritable sélection, la véritable école de la République, c'est évidemment la franc-maçonnerie. Ce n'est évidemment pas l'école qui vous désapprend à lire et à écrire. Donc il faut crétiniser l'école officielle de la République et il faut effectivement vous sélectionner l'élite, si vous voulez. Et j'ai donné les chiffres. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que grosso modo, le nombre de francs-maçons actuellement est un nombre commensurable avec le nombre des religieux ou de la noblesse du temps de la royauté. Parce que ce sont j'ai appelé ça le coefficient suborneur 2%, la nature est ainsi faite qu'il y a un certain nombre qui se retrouve, qui est nécessaire effectivement pour diriger une population, enfin retrouve ces nombres qui sont des constants. Voilà. Et donc, j'ai répondu, je crois, à votre question. Alors, on a effectivement cette séparation qui apparaît à la Révolution, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transparence actuellement, c'est très amusant, si je peux dire. Il n'y a évidemment aucune transparence, puisqu'il y a la transparence comme dans un verre sans teint. Ceux qui sont au-dessus voient les poissons qui sont au-dessous, mais les poissons de dessous ne voient pas ce qu'il y a en dehors de l'étang. Donc, il y a un mépris actuellement qui caractérise d'ailleurs le président Macron, un mépris pour le bétail que nous sommes, qui est inimaginable. Bon, alors voilà. Donc, ce qui est très important. Et alors là, on a une figure de théologie qui est si vous voulez, une figure au mont Tabor, la transfiguration. Enfin, on pourrait parler de ça. Et donc, c'est très important que les Français intériorisent le fait qu'ils sont pris pour des cons. Et là, si vous voulez comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, alors quitte à y rentrer à l'intérieur, je dis ça avec humour, il faut comprendre, il faut avoir la modestie de considérer que les Français sont des cons. Et si on leur donne le nom de citoyen, évidemment, c'est pour les leurrer. Parce que le citoyen, le prétendu citoyen, d'abord, le mot citoyen vient de cité de Rome, donc ce n'est pas un mot qui s'adapte à la situation française. Il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on le flatte en lui disant qu'il peut choisir le roi, mais il ne peut pas choisir de garder son puisard, par exemple, j'ai un cas précis, il n'a aucun pouvoir. On lui impose de passer par le tout à l'égout, ce qui va doubler, par exemple, le prix de l'eau et qui en plus va polluer. Parce que je pense à un cas très précis, il faut des champs d'épandage qui vont polluer. Donc, le Français, on lui retire tout pouvoir par son bulletin de vote, en lui disant « Ah, tu peux choisir le roi ». Alors, il y a un petit cinéma avec les sondages. Les Français pensent ci, pensent ça, ils pensent rien du tout. Et ceci dit, il faut que ça soit un esclave. Et là, on va y venir. Alors, le 4e degré d'initiation, c'est l'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme. Alors, évidemment, les droits de l'homme, je vous rappelle qu'ils ne sont pas enseignés en classe. Pour ceux qui ont suivi des cours de religion, le catéchisme est enseigné. Bon, Dieu a fait le monde, etc., etc. Il y a un catéchisme. Bon. Mais dans la République, il n'y a pas d'enseignement, effectivement, des droits de l'homme. Il n'y a pas d'enseignement parce que c'est comme sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Là, on est au cœur de l'initiation maçonnique, donc c'est l'axiomatique. Eh bien,
les droits de l'homme ne sont pas enseignés. Moi, je n'ai jamais eu cours des droits de l'homme, pas plus d'ailleurs que d'hygiène ou de santé, d'ailleurs, on n'a pas. Et parce qu'il faut surtout, c'est ce que disait évidemment Rousseau, il faut surtout que la morale ne soit pas rationnelle. C'est-à-dire que l'enseignement religieux était rationnel, on peut en parler. Il y avait la transparence jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement secret de la religion. Bon, le catholicisme n'a pas d'enseignement secret, il y a des mystères, c'est vrai, mais ce sont les mêmes mystères pour tout le monde, le mystère de l'incarnation, on peut en parler d'autres, la transubstantiation, mais la République est une religion à mystère. C'est-à-dire qu'il y a les grands prêtres qui ont droit accès au dogme, au secret, et les autres, c'est du bétail. Donc c'est la République dite française, en fait franc-maçonne, la prétendue, c'est le bétail. Il y a les élites d'un côté, exactement l'inverse de ce qui est dit, les hommes naissent égaux et droits. Alors, il n'y a pas cet enseignement. Alors, comment est-ce qu'on voit que c'est une initiation à l'esclavage, le droit de l'homme? Eh bien, c'est très facile. Il suffit de lire les droits de l'homme. Je vous le dis d'une manière très courte. Alors, au début, on a, si vous voulez, comme dans les ventes publicitaires dans les grandes surfaces, évidemment, ou dans les appartements témoins de l'immobilier, on vous dit, vous êtes libres et égaux. Alors, c'est génial. Alors, le con, excusez-moi, le français con, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Bon, et bien dire, c'est génial, je suis libre et égal. Alors, dans les cours de récréation, vous entendez souvent, ah ben attendez la République. Donc, tout petit, l'enfant croit qu'il est libre. L'esclave est dopé aux hormones de la liberté et de l'égalité. Et il croit avoir compris, parce qu'évidemment, si on dit qu'il est libre, bah, c'est lui qui est libre, donc il dit, ça ne demande pas d'explication. Égal, bon, c'est moi qui définis l'égalité. Bah, on est arrivé à un degré de crétinisation et d'abêtissement comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde. Tout ça. Bon. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on démontre que nous sommes esclaves? Ben, c'est très simple. Vous allez plus loin que l'article numéro 1. Bon, je joue court. Vous allez à l'article numéro 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en ait mal expressément. Alors déjà, c'est très abstrait. Vous voyez qu'au bac, récemment, le mot ludique était incompréhensible. Donc, nous avons affaire à des analphabètes. C'est la première fois qu'un État a une école d'analphabétisation. Le rôle de l'éducation nationale, c'est de crétiniser. Lorsqu'il me donne quelques droits de dire ça, c'est j'ai annoncé ça il y a 40 ans, qu'on aurait une crise à 30 ans, et vous avez vu maintenant, les Français sont les derniers à l'OCDE, ça a été dit récemment, dans le classement des maths. Il n'y a plus de maths. Bon, mais ça, c'est l'école est là pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez être intelligent, vous rentrez, excusez-moi, en loge, mais si vous allez à l'école, vous resterez un crétin toute votre vie, du moins pour les choses importantes. Mais vous ferez un bon esclave. Un bon esclave, vous aurez un travail, vous obéirez bien, vous faites un bon esclave, vous êtes éduqué pour faire un bon esclave. Mais évidemment pas. Alors, l'article 3 est extrêmement abstrait. Un bachelier, actuellement, serait incapable d'expliquer. Un certificat d'études de 14-18 le ferait, je pense, parce qu'en plus, il avait une formation religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le principe de souveraineté réside essentiellement, ça c'est l'essence, on ne va pas rester dans l'essence et la quintessence, dans la nation. C'est-à-dire que la souveraineté dans la nation, alors évidemment c'est une évidence, une fausse évidence, c'est que s'il y a quelqu'un qui est souverain, bon ben, ça fait partie du tout. Mais nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en est mal expressément. Ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire que personne n'a aucune autorité si la nation ne lui donne pas. La mère de famille n'a aucune autorité. Le père de famille n'a aucune autorité sur ses enfants. Le chanteur n'a aucune autorité pour chanter. Celui qui a un savoir n'a aucune autorité pour enseigner. Donc, ce ne sont que des esclaves, sauf si la nation dit, toi, je t'autorise à chanter. Toi, je t'autorise à éduquer ton enfant. Mais si tu ne l'éduques pas, il va aller à la NAS. Mais c'est moi, la nation, qui décide. Alors, c'est qui la nation? Alors, je l'ai appelé dans le désert, nation, nation. Mais nul, sinon écho, ne répond à ma voix. C'est-à-dire que la nation, c'est évidemment une construction fictive, intellectuelle, et qui n'existe que par celui qui a le pouvoir de parler en son nom. Et qui a le pouvoir de parler en son nom? Eh bien, celui qui a le pouvoir. Donc, l'escroquerie, c'est que les droits de l'homme font exactement l'inverse de leur affichage. Elle affiche la lutte contre l'oppression, la liberté, etc. Et en fait, alors que jusqu'à la Révolution, il y avait plusieurs pouvoirs, il y avait le pouvoir religieux, il y avait les corporations, il y avait les provinces, il y avait le Parlement de Bretagne, il y avait le Parlement de Provence, etc. Il n'y a plus qu'un seul pouvoir, nous le voyons avec Macron, c'est qu'il n'y a plus un seul pouvoir, c'est celui auquel on donne tout le pouvoir de la nation par l'élection actuellement présidentielle. Donc on a effectivement
dans ce 4e degré d'initiation, c'est une initiation à l'esclavage au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire les Français sont des esclaves, mais au nom de la liberté, de l'égalité, on est bien dans cette inversion. Alors après, si vous voulez, c'est la contre-attaque, si je peux dire en quelque sorte, c'est l'initiation de la contre-attaque, c'était le dimanche de l'étaré, c'est se réjouir, si vous voulez, c'est de la loi qui tue, donc l'initiation à la loi qui tue, donc la laïcité qui tue, la laïcité est homicide, évidemment, c'est une destruction de l'âme, de l'intelligence, etc., par la vérité qui libère de la servitude. Alors là, on rentre dans la théologie. Bon, là, il faut réfléchir, comme je vous le disais au début, je ne peux pas vous donner tout l'enseignement religieux, tout l'enseignement de la maçonnerie, etc., d'un seul coup, mais je vous remercie de m'inviter. C'est qu'effectivement, une figure qui est très étonnante dans la liturgie catholique, c'est qu'il est bien dit que disons que le Christ nous apporte la loi parfaite de vérité. Et je n'ai jamais vu un prêtre, ni un pape, ni personne dire attention, il y a deux offres, comme on dit maintenant, deux offres de liberté, la liberté maçonnique et la liberté catholique, puisque je parle actuellement du catholicisme. Alors, la première est très bien décrite dans la liturgie, c'est la fameuse liberté des pharisiens par la loi, c'est ce que dit Rousseau, il dit vous êtes libre, c'est la loi qui vous rend libre. Alors c'est génial, c'est-à-dire qu'on est libre d'obéir. Voilà, donc on est encore dans la servitude, tandis qu'effectivement, je le dis très court parce que quand même ça demanderait quelques développements, la liberté au sens religieux, c'est la liberté de notre conscience intérieure. C'est notre conscience. Nous savons que nous ne pouvons pas tout faire, donc il y a quand même une loi naturelle, il y a une loi divine, et c'est notre conscience qui nous donne la liberté, effectivement, d'agir bien. La liberté, ce n'est pas d'agir mal, mais ce n'est pas la loi qui est votée par une bande de turlupins à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un tout petit groupe d'initiés aux ordres des lobbies qui fait la loi. Et la loi, je le dis simplement, du temps de la liberté, comme le disait Machiavel, je vous rappelle que Machiavel, parlant de la France, disait que la France est un pays hérissé de liberté. Et la liberté sans pluriel, c'est la dictature de la seule liberté du pouvoir. Bon, donc là, c'est cette contre-attaque que propose la théologie, je vais rentrer, et puis après, on tombe effectivement sur le choix de Caïphe entre la vérité et le déicide. C'est-à-dire que celui qui ne choisit pas la vérité est déicide. Et nous le voyons, moi je n'ai pas peur des mots, si vous voulez. Vous prenez la question de l'avortement, qui agite le petit monde, parce que là encore, on s'approche de l'art royal, l'art du gouvernement. Je vous dis, c'est de mettre les gens dans les cases, c'est clivant. Le pavé mosaïque, il est clivant. Et quand vous voulez dominer quelqu'un, c'est le fameux adage romain divisé pour régner, vous le divisez en cases. Donc, il n'y aura plus que le lien entre les deux, donc le lien maçonnique, en ce qui me concerne, qui va permettre de concilier les contraires. Alors, évidemment, il cherche la petite bête, si vous voulez, pour éliminer les gens. C'est le racisme, je veux dire au sens de racisme sémantique, s'il est, c'est de trouver la chose, le péché. Alors, déjà, une chose à dire dans l'inversion, c'est que j'ai quand même vécu assez longtemps pour voir que tout ce qui était condamné pénalement, enfin, beaucoup de choses, quand j'étais plus jeune, maintenant, on est condamné quand on le condamne. Hein, oui, c'est les mots en phobe. C'est-à-dire que quand vous prenez le code pénal, c'est très intéressant, et vous le prenez il y a 50 ans, il y avait tout un ensemble de choses, je pense à l'avortement puisque c'était à la mode, c'était considéré comme un crime. Mais tout à coup, par l'opération du Saint-Esprit maçonnique, eh bien maintenant, c'est la gloire. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, c'est avec des formules complètement stupides qui montrent la crétinisation à laquelle on avait, mon corps m'appartient. Ah d'accord, mon corps m'appartient, mais je vous fais remarquer que quand il y a si vous voulez, un embryon, l'embryon est issu d'un homme et d'une femme. Donc, c'est une copropriété. Et je vous le dis en tant qu'auteur, vous avez, quand vous êtes auteur, vous avez des œuvres communes. Quand vous êtes deux à faire une œuvre, vous êtes commune. Or, l'embryon est une œuvre à deux. C'est-à-dire qu'il est la propriété, je mets entre guillemets la propriété, de l'homme et de la femme. Et c'est étonnant, les hommes n'ont pas eu leur mot à dire. Et quand dit la femme m'appartient, mon corps m'appartient, si l'embryon était assez fort, il pourrait dire mon corps m'appartient, il pourrait tuer la femme aussi. Vous voyez, on est vraiment dans la folie, c'est pour ça que je n'ai pas peur de le dire. Effectivement, dès l'instant que vous n'admettez pas que dès sa conception, l'embryon a une âme, et donc que tuer, c'est un meurtre, évidemment, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé, je vous le rappelle, parce que le président Macron se réclame évidemment du droit au blasphème, il l'a fait à la Sorbonne, dans, je veux dire, le silence général, le clergé n'a pas protesté. Hein, bon. Et donc, ce qui est très dangereux quand on a un président qui se réclame du droit au sacrilège, c'est que le droit au sacrilège, c'est le droit, certes,
c'est de blasphémer contre Dieu, mais c'est surtout de tuer son semblable. Parce que le sacré, c'est la vie de l'autre. Et quand vous avez un président qui ne respecte pas le sacré, c'est la vie des autres, eh bien, on en arrive à l'assassinat de masse que je dénonce depuis 2 ans sur l'assassinat qu'il y a eu à l'occasion du coronavirus, lorsque, pour la première fois dans l'histoire du monde, un président de la République a éloigné le médecin du malade. Donc, vous voyez, la théologie est là. C'est-à-dire que si vous avez Macron qui, glorifiant Samuel Paty, tout en cachant son crime, parce que je vous rappelle, je l'ai dit, c'est sur ma vidéo, disons que j'accuse de la Toussaint, c'est-à-dire qu'il est allé à la Sorbonne pour faire tout son théâtre, mais là, il a montré la photo de Samuel Paty, qu'il a qualifié du visage de la République, donc le blasphémateur de l'islam, c'est le visage de la République, mais il n'a pas montré la caricature de Mahomet, parce qu'il a quand même une petite sensibilité, il sait très bien que montrer Mahomet dans la posture, si je peux dire, ou dans l'imposture, ce n'était pas possible. Donc on voit que derrière ces mensonges, devant cet arbitraire de masse, il y a quand même une vérité qui est derrière, et c'est la vérité qui s'impose au diable, qui est le singe de Dieu. C'est qu'il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il monte trop sa queue, si vous voulez. Il ne faut pas que ça apparaisse trop. Et c'est pour ça que la théologie, c'est ce que je dis, on va après dans les Grecs, c'est elle qui doit trancher. Et si vous voulez, ce qui est libérateur dans ce carême initiatique, c'est que tant qu'on pouvait croire qu'il y avait une laïcité, le schéma de la laïcité est très simple. C'est-à-dire, c'est de dire, il y a des religions, il y a diverses sortes de religions, il faut vivre en paix, donc moi, je suis l'État au-dessus de toute cette bande de débiles mentaux qui croient en quelque chose, mais j'assure la paix. C'est ça la laïcité. J'assure la paix et les gens peuvent pratiquer entre adultes consentants ce qu'ils veulent comme religion chez eux. Mais il n'y a Donc la pas… laïcité est donc toujours cette jointure entre les deux dalles, la noire et Oui, la blanche, c'est ça? oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit, enfin, on peut le voir comme ça, mais là, on va passer, si vous voulez, au niveau supérieur. Mais ça, évidemment, la laïcité, c'est le lien qui empêche le noir et le blanc de se battre, etc. Bon, c'est la conciliation des contraires. Bon. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on pourrait se dire, et ça, on pourrait dire que ça serait la laïcité au sens banal du terme, non maçonnique, c'est qu'on pourrait comprendre, et c'était fait d'ailleurs, ça a été fait dans certains temps, je ne vais pas revenir à l'histoire, c'est qu'évidemment de permettre, c'était le cas des Juifs d'ailleurs qui ont été protégés par le pape, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais oublier toutes ces choses-là, mais c'est qu'on peut admettre qu'il y ait plusieurs, entre guillemets, religions, bien que le judaïsme n'est pas une religion, je tiens à le préciser, ce n'est pas une religion, bon, ça se trouve très facilement, mais on peut l'appeler religion pour faire plaisir, eh bien, on peut avoir si vous voulez, on se dit il y a un État qui accepte. Vous avez par exemple à Rome, vous avez toutes les religions qui étaient autorisées. À un moment donné. On peut admettre qu'il y ait plusieurs dieux, tout ce qu'on veut, etc. Mettons. Mais la laïcité maçonnique, elle est anticatholique. C'est une arme de guerre. C'est pas du tout neutre. Et il y avait une émission hier sur évidemment la déchristianisation. Il est évident que la magie de déchristianisation, elle était en puissance victorieuse dès le 6 octobre 1789, comme je l'explique, parce que dès l'instant qu'avec la puissance publique, vous pouvez remplacer les droits de l'homme par les commandements de Dieu, c'est-à-dire concrètement mettre l'homme en bas et puis Dieu ailleurs, eh bien, vous allez nécessairement arriver par la magie, si vous voulez, de l'école, vous allez arriver à une déchristianisation et nous sommes au bout du bout. Parce que, comme le disait, si vous voulez, Paul, disons que Paul Bourget, bon, dans Le démon de midi, lorsque nous ne vivons pas comme nous pensons, nous finissons par penser comme nous vivons. Et quand vous faites vivre un pays comme la France dans la laïcité, c'est-à-dire de la négation du principe de l'alpha et l'oméga de la vie, eh bien finalement, eh bien, vous avez une population qui évidemment a perdu la foi. Et donc, on le voyait actuellement, vous avez les monuments, les églises qui ne sont plus entretenues parce qu'une église ne peut vivre que s'il y a une foi. Donc, la magie maçonnique, magie noire, est par les formes extérieures, c'est-à-dire que vous avez eu des hérésies, vous avez eu des persécutions, mais je veux dire que les saints, les religieux ont résisté, mais ils ne sont pas arrivés à résister à la magie. Et ça, c'est un mystère d'iniquité extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la magie, c'est une mécanique, c'est une mathématique. Hein. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez corrompre une population par des mœurs inavouables, mais vous pouvez la corrompre en n'ayant qu'un enregistrement de pornographie
et vous multipliez par la magie télévisuelle et par les vidéos porno, etc. Et ça va être des machines qui vont corrompre. Il n'y a même plus la peine d'y mettre de la foi corruptrice. C'est une mécanique, la corruption. Vous corrompez comme une machine qui fait du boudin ou qui coupe le jambon, etc. Et c'est comme ça que la France, disons, a perdu son âme, c'est par des artifices d'arithmétique et de géométrie. Et c'est là qu'on va arriver, pas maintenant, mais justement au secret de l'art royal. Comment fonctionne l'art royal? Mais moi, mon ambition, ce n'est pas uniquement de décrire ce processus de magie noire mortifère, mortifère pour les corps et encore plus pour les âmes, c'est pas de décrire cette mécanique qui a précipité en enfer la France, qui était le pays qui illuminait le monde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est de faire ce que j'ai dit, si vous voulez, c'est-à-dire, voilà le grand secret du langage pour triompher de Macron à Pâques, j'avais dit, mais encore plus, de triompher de la magie noire. C'est-à-dire que dans le candidat en particulier qui se battait contre ce qu'il a appelé le grand remplacement et compagnie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de remplacement au sens où il entend, c'est une substitution. C'est-à-dire qu'il y a une inversion. Et l'inversion, elle n'est pas... On peut voir certaines choses dans l'immigration, autre chose, mais il faut monter beaucoup plus loin. Il ne faut pas rentrer dans les cases mosaïques blanc ou noir. Il faut remonter au principe qui est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que comment vaincre? Simplement en montrant comment les choses ont été installées dès le départ dans une magie, et c'était une magie d'inversion qui a détruit la France et qui a placé l'Angleterre, le monde anglo-saxon, à la place de la France, qui a remplacé, on peut dire d'une certaine manière que Versailles avait remplacé, c'était l'ambition de Louis XIV, Rome, mais en tout cas, c'est Londres, la City, la finance, qui a remplacé, si vous voulez, le verbe au sens... Voilà, donc on arrive à cette chose qui est terrible, initiation numéro 6, c'est le choix de Caïphe, si vous voulez, il a à choisir entre la vérité et le déicide, et il choisit la déicide. Alors, le problème du déicide, on peut le voir à plusieurs niveaux, mais vous avez donc vous prenez par exemple le nôtre qui était jardinier. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la tête? Alors, évidemment, l'anti-école anti-républicaine vous dit que Louis XIV était prétentieux, etc. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un Le Nôtre qui a fait ce superbe jardin de Versailles? Eh bien, ce n'était pas le service du roi. Quand vous allez à Saint-Roch, à l'église Saint-Roch, où il y a eu la mitraille de Napoléon d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voyez sur la pierre tombale disons, de Nôtre, il y a marqué « à la gloire de Dieu ». C'est-à-dire que l'homme de l'ancien temps qui a fait cette merveille de la France, il était hanté par la gloire de Dieu. Et maintenant, nos contemporains sont hantés par quelle gloire? La gloire de leur nombril. C'est l'effet que nous voyons actuellement sur Internet. Alors, on veut passer maintenant, parce qu'il faut avancer peut-être, et nous sommes dans cette choix où nous choisissons la vérité ou le déicide. Et celui qui ne choisit pas le déicide, mécaniquement, la vérité choisit le déicide. Alors, dans le 7e, évidemment, c'est qu'après, vous avez donc, si vous voulez, de l'élection du Messie roi mis en procès, au choix finalement, au martyr, au choix si vous voulez, du blasphème et du martyr. Et donc, c'est l'étape suivante, on peut peut-être avancer. Et donc, si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Et ce que je révèle, c'est que, on va accélérer peut-être un petit peu, c'est que vous avez cette force de la croix, si vous voulez. C'est-à-dire que la croix, en théologie, évidemment, c'est un instrument de supplice qui paraît, évidemment, qui n'est pas très, très galvanisant, si vous voulez. C'est évidemment, ça paraît comme un instrument. Et ce qui est très frappant, c'est que la civilisation française, qui existe encore des croix, si vous voulez, à toutes les croisées de chemin, justement, rappelait à nos ancêtres ce qui nous est interdit par la République maçonnique, c'est que nous mourrons. Ce qui était très frappant dans cette épidémie, c'est qu'on cache, vous savez, le grand secret, c'est qu'on cache aux Français qu'ils vont mourir. Alors les gens vont mourir, mais non, ils ne le savent pas, parce que savoir qu'on va mourir, c'est en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'on vous raconte que l'homme a été créé il y a 500 millions d'années, je ne sais pas quoi, enfin tout un ensemble de trucs. Donc on vous noie le poisson, mais on n'est même pas capable d'expliquer comment une graine fait un arbre. Ça, aucun scientifique n'est capable de l'expliquer. Comment se fait-il qu'on n'invente pas de graines? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est bon, on pourra y revenir. Mais le monde ancien, toutes les civilisations, moi j'ai vécu avec les cannibales, vous y croyez,
il a fallu attendre la crétinisation maçonnique de masse pour faire aveugler les hommes, et là on retombe sur la question du diable, l'aveuglement du diable, pour leur cacher qu'ils vont mourir. Alors on leur fait croire qu'ils sont toujours jeunes, qu'ils pourront être éternels, que la médecine va trouver quelque chose, mais non, ils y passeront tous. Tout le monde va y passer, si vous voulez. Tout le monde va y passer. Alors, si vous savez dans un train quelle est la destination, eh bien effectivement, vous n'avez pas la même vie. Et toute la société, le modèle français, donc le modèle que veut détruire la franc-maçonnerie, évidemment, la haine du modèle français, c'était d'organiser la vie en tenant compte de tous les éléments. C'est-à-dire, on est jeune, puis après on est moins jeune, et puis après on est vieux et on meurt. Bon, et après, évidemment, il y a la question de la vie après la mort qui se pose. Et donc, ça change tout. C'est-à-dire, d'abord, pour la moralité, pour la manière d'organiser sa vie. Maintenant, on vous montre que des jeunes, en bonne santé, tout le monde est beau, tout le monde va bien. Et les médias ont caché, parce qu'on vous parle beaucoup de l'Ukraine, mais l'agonie des gens qui sont morts seuls, dans les EHPAD et compagnie. Alors on a un tout petit peu parlé, mais ça on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils vous cachent la destination finale. Et alors, effectivement, Hassan II, d'ailleurs, l'avait très bien dit, il a dit, mais jamais nous n'accepterions que nos personnes âgées meurent comme ça. Et c'est un chiffre qui était même donné récemment par si vous voulez, des mercenaires des médias, qui disait 85% des Français voudraient mourir chez eux. Eh bien, la démocratie, ça serait peut-être de leur permettre. Mais ça, c'est pas possible, parce que la société, enfin pas possible, ça serait possible, mais est organisée pour nous mettre dans des boîtes. Je parlais du pavé mosaïque. Chacun est dans une boîte, l'enfant est dans une boîte, le plus jeune est dans une boîte, c'est la tranche 10, 15 ans, 15, 20 ans, etc. Chacun est dans sa boîte, et avec le basson au milieu qui passe le lien qui décide, et les gens ratent complètement leur vie, complètement. Bon, bon. Alors après, il y a le transhumanisme qui nous fait croire que nous sommes éternels sur Terre, et donc la fameuse réflexion sur la société n'existe pas, et donc en mettant, on verra après, mais ça j'en parlerai après, la question c'est comment juger, c'est-à-dire que vous avez trois offres, c'est ce que je dis. Il y a eu l'Ancien Testament, la première alliance dont nous pourrions parler. J'entendais Bernard-Henri Lévy parler, mais personne, c'était sur CNews, n'osait lui poser la question qu'il fallait lui poser. C'est-à-dire qu'actuellement, personne n'ose dire tout simplement les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ce que disait Bernard-Henri Lévy, c'est ce qui compte dans une plante, ce n'est pas les racines, mais c'est les branches. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de branches, s'il n'y a pas de racines, on ne voit pas comment les branches tiennent. Alors, ils s'en tiraient par ces belles formules, les idées dans le ciel, etc. etc. Mais moi, j'ai dit sans crainte, sans peur et sans reproche, dans mon livre Le syndrome de l'ortolan, que j'ai parlé du modèle israélien qu'il fallait peut-être suivre dans certaines choses. Bon, voilà. Donc, lui, il prétend qu'effectivement, les racines, ça ne compte pas. Pourquoi? Bon, ça, ce n'est pas le sujet actuellement. Bon. Mais la grande question qui se pose, c'est si on considère que la théologie, c'est vraiment là que se tient la politique, la théologie politique, c'est-à-dire que la politique dérive toujours d'une théologie, la laïcité nous cache que le Saint des Saints, c'est la théologie. Là, c'est la théologie maçonnique, qui est un copier-coller, si vous voulez. Bon, eh bien, donc, il faut se poser la question de la première alliance. Alors, effectivement, il y a un livre que je lis qui est tout à fait passionnant, de Jules Isaac, qui a écrit Le Christ et Israël, évidemment. Donc, vous pourrez rentrer dans les détails. Mais là, on voit très bien, effectivement, que la théologie domine. Et il est très embarrassé par certains mots. Ce n'est pas le sujet d'en parler maintenant. Parce que nous sommes dominés par les phrases, gouvernés par les phrases et par les mots, donc par un langage, et dans ce langage, c'est la doctrine du langage qui domine le langage. Donc ce sont les principes théologiques qui dominent en positif ou en négatif. Et donc il y a la première alliance. Vous parlez de ce jeu d'inversion théologico-politique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, parce que je vous dis, il n'y a que deux cases. C'est ça l'embarrassant. Alors, vous pouvez être entre les deux cases dans certains cas, le en même temps, mais en fait, vous prenez un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, vous verrez, quand il est bien fait, vous avez le mot, et puis en bas, vous avez antonyme. Vous voyez, beau, laid, etc. Jour, nuit. Donc, il y a toujours un mot, il y a toujours le mot, non pas contradictoire, mais il y a le contraire. Bon. Et donc, il y a la deuxième alliance, qui est l'alliance du Christ. Alors, la question que posait évidemment Jules Isaac, du fameux Isaac, c'est effectivement est-ce que la nouvelle alliance a annulé l'ancienne alliance? Ce n'est pas le sujet, mais c'est une des questions. Il y a la troisième alliance que je révèle en quelque sorte, c'est l'alliance des droits de l'homme. L'alliance des droits de l'homme a annulé la deuxième alliance. Bon, alors on pourrait en parler plus longuement, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut départager
finalement la religion maçonnique de la religion chrétienne. Comment faire? Bon, et c'est tout l'objet de la suite qui n'est pas encore donnée, c'est et non pas ne pas jouer en pour ou contre. Parce que dans le pavé mosaïque, outil noir contre blanc, non, non, non. Le génie maçonnique, si je peux dire, c'est de dominer les deux, c'est de passer, de transcender les deux pour conclure. Donc, si vous voulez faire un choix entre les trois alliances, j'allais dire que j'en donnerai une quatrième, enfin, nous verrons tout ça si ça se fait sous cette forme, mais il faut être irréfutable. C'est-à-dire qu'il faut trouver des critères qui permettent de séparer le bon grain de l'ivraie, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Bon, l'absurdité du débat démocratique, c'est prétendu démocratique, c'est qu'il est totalement antidémocratique d'une part, et il est fait pour ne jamais conclure. Parce que si vous avez la droite et la gauche, ben, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire qu'il y a autre part un pouvoir, si vous voulez. Il y a un pouvoir quelque part qui, comme je vous l'ai dit, c'est le lion, c'est le maçon, c'est la maçonnerie, c'est la chaîne d'union qui le fait. Alors, Juste une petite aparté, Monsieur Lipinski, parce que j'ai discuté avec des gens qui se sont d'ailleurs rapprochés de moi et qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y en a certains qui disent que bon, il y a différents courants dans la franc-maçonnerie. Memphis, Misraï et la loge du Grand Orient, et il semble que la loge du Grand Orient ait plus d'influence sur la politique. L'autre serait plus ésotérique. Comment il faut mettre ça dans l'équation? d'abord, il n'y a pas maçon et maçon. Quelqu'un qui est dans la maçonnerie, il faut le savoir s'il est si vous voulez, sur le perron, s'il est au premier étage, etc. Bon, il n'y a pas maçon ou pas maçon. C'est ce que je disais. Les maçons, et là, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a des degrés, si vous voulez. C'est comme dans une entreprise. Si vous avez le balayeur qui dit je suis dans une multinationale, bon, c'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas lui qui décide et ce n'est pas lui qui sait tout. Bon, donc un maçon, ça veut rigoureusement rien dire. Bon, mais par rapport à ce que vous dites, faire croire qu'il y a une diversité maçonnique, c'est d'avoir rien compris à ce que c'est que la maçonnerie. Bon, que le Grand Orient de France, si vous voulez, ne reconnaissent pas ou pas Dieu, etc., tout ça, c'est exactement comme les. Je vais prendre une comparaison, c'est les ordres religieux. C'est comme de dire que l'Église catholique était divisée parce qu'il y avait plusieurs ordres religieux, les dominicains, les franciscains, les jésuites. C'est exactement du même ordre. Alors vous me direz, ah non, c'est différent parce qu'il y en a qui croient à Dieu. Bon, tout ça, ça sera vu en tout temps, mais la vérité, c'est justement l'objet de ce que je fais, c'est de montrer effectivement que dans son principe, il n'y a qu'une maçonnerie. Et elle est dans sa finalité qui n'est jamais révélée aux maçons. Et c'est ça le jeu, parce que j'écoutais Éric Lhermitte, qui est un matheux, qui a écrit Les Ripoux et compagnie, qui a fait Les Ripoux, et il disait qu'il aime les mathématiques parce qu'il disait que c'est une énigme permanente. Bon, et les mathématiques, c'est une énigme à chaque fois. Et là, je traite la maçonnerie, qui a un rapport très fort avec la maçonnerie, puisque je vous rappelle que les gens ne comprennent pas que dans la maçonnerie, c'est ce qui est visible, c'est l'équerre et le compas. Les deux outils de base qui sont révélés, ce sont des outils géométriques. Voilà. Bon, donc c'est important. Et donc, on doit, si vous voulez, régler l'énigme de la maçonnerie par justement sa propre méthode, qui est la méthode Moret géométrico, à la méthode. Bon, donc c'est ça. Et c'est ça le but. Donc c'est une énigme qui doit être révélée de ce type. Donc, et là, actuellement, j'ai dépassé la 8e étape et j'en suis à 9. Donc j'ai dépassé les 8 que j'avais lancés, j'en suis à 2. Mais il faut être irréfutable, c'est ce que je vous dis. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la maçonnerie, et il suffit de lui enlever son masque, si je peux dire, et à ce moment-là, tout le monde peut juger. Parce que, effectivement, j'ai parlé de transparence. Il est évident que si la franc-maçonnerie, si vous voulez, ne s'affiche pas telle qu'elle est, c'est-à-dire que les religieux, ben on sait qu'ils sont religieux, tel ordre, eh bien c'est quand même, alors ils disent qu'ils n'ont rien à cacher, bien entendu, mais ils ne savent pas eux-mêmes très bien ce qu'ils ont à cacher, mais il est évident que si au gouvernement, il était bien indiqué quelles sont les affiliations, eh bien effectivement, ça ferait un peu bizarre. Bon, ça ferait un peu bizarre. S'il y avait une parité, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de maçons disons, au gouvernement que leur proportion. Et à ce moment-là, tout s'écroule parce que ce sont les initiés qui savent faire marcher la machine. Et comme je vous ai dit, le grand paradoxe, c'est que les maçons qui ont voulu, les fameuses lumières dont vous parlez, qui ont voulu nous apporter les lumières, eh bien, depuis que les lumières sont arrivées, tout s'éteint. C'est-à-dire que la France était un pays que tout le monde admire. Je pense à Bernard-Henri Lévy, justement, qui rappelait que l'Autriche-Hongrie, qui a été détruit évidemment par la maçonnerie. Bon, c'est une évidence, c'est une réalité. Eh bien, il disait que même 70 ans y est allé, après la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie, il y avait une grande nostalgie. Grande nostalgie. C'est-à-dire que cet empire était bienfaisant, c'est ce qu'il dit. Pourquoi était-il bienfaisant?
parce qu'il avait des principes, évidemment, bienfaisants. Mais il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y a en France une grande nostalgie de la royauté. Il y a une grande nostalgie, c'est comme l'Empire de Russie. Ça a été détruit par les mêmes méthodes. Hein, bon. Et le peuple, justement, n'a pas accepté parce qu'il a une nostalgie, et en tout cas en ce qui concerne la France, Talleyrand disait bien, celui qui n'a connu cette époque, c'était avant la Révolution, n'a pas connu la joie de vivre, la joie de vivre. C'est-à-dire que la maçonnerie nous a enlevé la joie de vivre, a introduit les divisions, a introduit tout ce qui nous fait actuellement que la vie devient de plus en plus insupportable, parce que la haine du modèle français, je vous rappelle que la franc-maçonnerie, c'est 3 haines, la haine de Dieu, la haine du roi et la haine du peuple. Bon. Alors, vous qualifiez les francs-maçons de persécuteurs plutôt que Ah persécutés, le oui, ah oui, secret étant une couverture d'activités immorales et sectaires. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le mot sectaire ne plaît pas, mais c'est évident que c'est une sectaire. Sectaire, c'est se séparer. C'est-à-dire que c'est la question de l'unité, c'est une question d'ailleurs maçonnique, c'est que cette division, déjà, la division la plus insupportable, le plafond de verre, c'est entre les initiés et les cons, si vous voulez, qui sont les Français cons, bon, et la confraternité. Et en plus, la maçonnerie, vous avez posé la question, elle est complètement segmentée pour diviser, pour régner. Déjà, les degrés. Et puis, vous avez la haute noblesse, entre guillemets noblesse, je peux dire, ou l'anti-noblesse. Vous avez effectivement le rite écossais, vous avez le. Bon. Mais en tout ça, il y a, je veux dire, il y a un même sang, il y a un même ADN. Mais il est évident que quand vous prenez, par exemple, les loges dans l'Empire britannique, les loges militaires, c'est un outil de gouvernement extraordinaire. Dès que vous avez l'armée britannique qui arrive quelque part, elles font une loge, elles associent les habitants. Enfin, c'est extraordinaire comme moyen. Bon, moi, vous prenez la méthode britannique, les Français ne le savent pas. La méthode maçonnique est pythagoricienne, évidemment. Bon, il y a tout un débat auquel participe d'ailleurs de manière assez intéressante, disons, que quelqu'un que je n'aurai tout à l'heure. C'est que la pénétration, les gens sont flattés. Marie-Antoinette disait que tout le monde en était de la franc-maçonnerie avant la Révolution. Donc on flatte, on donne de l'importance, on donne un code. Le langage maçonnique, par exemple, le secret, c'est de connaître le langage. Je vous ai donné un des secrets, c'est le pavé mosaïque. C'est une méthode d'action, une méthode qui marche très bien. Vous allez n'importe où, vous repérez quelles sont les dalles blanches, quelles sont les dalles noires. Et puis, vous dites comment est-ce que je peux être le lien entre les deux. Bon, voilà, donc c'est une méthode de gouvernement. Bon, la conciliation des contraires. Bon. Alors, après, on arrive à. Je veux dire, si je me suis lancé dans ce dévoilement de la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il y a un maillon manquant. C'est-à-dire que quand vous regardez la société actuelle, vous dites c'est quand même incroyable. Personnellement, j'ai essayé je me suis appliqué à révéler certaines vérités. Par exemple, la destruction d'enseignements. Je l'ai fait dès 1977. 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. J'ai annoncé la société de l'informatique, j'ai annoncé la destruction de l'intelligence, j'ai annoncé qu'il y avait un plan de société, si vous voulez, ce qui était le meilleur des mondes à la George Orwell. J'ai tout décrit. Comment se fait-il que ce ne soit pas devenu une vérité publique? Et ça, je l'ai fait en permanence. Dans Maastricht, en 1992, j'ai révélé que la construction européenne ferait l'inverse de ce qu'elle avait promis. Bon. Lorsque j'ai pris la présidence de l'ERAMA, Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, qui était protectionnisme intelligent, si je peux dire, eh bien, même Maurice Allais a été complètement censuré. Il disait je suis téléspectateur, c'est-à-dire que notre prix Nobel, il y en a maintenant un second, mais qui n'est pas du même cru, si j'ose dire, eh bien, il ne pouvait pas se faire entendre. Il a un peu passé au Figaro. Pourquoi? Si il y a une équation, on se dit mais comment se fait-il que dans cette société qui se prétend ouverte, démocratique, etc., on ne puisse pas faire entendre une vérité? Moi, par exemple, je suis totalement censuré. Bon, c'est tout à fait inimaginable. Bon, comment ça s'explique? Il n'y a pas que moi, mais bon, c'est qu'il y a une équation manquante, il y a un maillon manquant, c'est comme dans l'évolution, quand on dit. Et le maillon manquant, ça s'appelle la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est visible, mais quand vous regardez ce qui est visible, c'est comme en science, vous ne pouvez pas vous expliquer ce qui est visible par les lois raisonnables. Donc, c'est qu'il y a une équation, il y a un maillon manquant. Et ce maillon, c'est la maçonnerie, et plus que la maçonnerie, c'est le langage maçonnique qui vous permet justement de passer à travers les mailles du filet. Alors effectivement, les maçons ont des signes de reconnaissance, enfin, il n'y a pas que Guillaume, mais ils ont un langage
Vous Et parlez vous-même, aussi, excusez-moi, d'un kaléidoscope d'immoralité sous les masques de la philanthropie, c'est ça? très bien, je vois que vous avez bien lu. Oui, oui, oui. Alors justement, ce qui est génial, c'est le crocodile qui a un masque de philanthropie. C'est-à-dire que dès que vous avez compris que c'est l'inversion, quand vous voulez détruire votre ennemi, alors il y a une manière qui était la manière bête, à con, si je peux dire, excusez-moi, je me répète, c'est vous arrivez comme les Allemands, un casque à pointe, vous arrivez, mais ça c'est idiot. Bon, la méthode anglaise, c'est la méthode des services secrets, qui vient d'ailleurs des Vikings. C'est-à-dire que depuis Élisabeth Ier, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que l'homme est dirigé par son cerveau, le cerveau par une information, et si vous contrôlez ces idées, vous contrôlez la personne. Donc c'est bien plus intelligent d'agir par les services secrets, je pense au LCS par exemple de Churchill, que d'attaquer frontalement et bêtement. Bon, et vous agissez d'ailleurs avec les fameux damiers mosaïques en agissant sur les populations locales, et donc sans tuer vos troupes. C'est-à-dire que l'astuce, enfin, c'est la stratégie britannique, on pourra en parler, c'est évidemment d'intervenir au dernier moment et de s'arranger pour que ce soit vos alliés qui meurent. Et à la fin de la guerre, vous êtes encore tout frais, vos alliés sont tellement épuisés que vous gagnez le traité de Versailles, par exemple. Le traité de Versailles, c'est un traité qui a été imposé par Wilson, bon, et qui préparait la Deuxième Guerre et l'invasion de l'Europe. Donc l'invasion de l'Europe, c'est fait au nom de la liberté. Et sur les cartes britanniques, disons que c'est pour ça que De Gaulle n'a jamais voulu participer au débarquement, enfin, à la commémoration, c'est que ce que nous appelons libération, ben, les Anglais l'appelaient invasion, invasion. Voilà. Et donc, ce petit peuple, si vous voulez, une chose très importante, vous prenez le rôle de la franc-maçonnerie de la Constitution, évidemment, des États-Unis, c'est tout à fait prodigieux, mais ils ont une intelligence. Ils sont capables de façonner le monde. Hein. Ça, c'est tout à fait. Kissinger l'a très bien dit dans son livre Diplomatie, nous avions des élites, comme on les appelle, qui étaient capables de façonner le monde moderne. Et quand vous écoutez nos hommes politiques, ils ne façonnent rien du tout. Ils n'ont plus rien dans la tête. Et la maçonnerie, évidemment, est une prodigieuse école d'intelligence, si je veux dire, intelligence maligne peut-être, mais d'intelligence, de méthode, de gouvernement, de compréhension, de politique, je dirais même de théologie négative. Et celui comme Talleyrand, qui a cette connaissance théologique maçonnique, si je peux dire, mais vous avez assez, eh bien, il domine le monde. Et les États-Unis, qui n'étaient rien lorsque la France était tout, eh bien maintenant, ça s'est inversé. Comment? Parce qu'ils ont une méthode. Ce sont des hommes comme les autres, les WASP, si vous voulez. Et donc, la puissance anglo-saxonne tient à la maçonnerie. Ce qui fait la supériorité, vous prenez, c'est lorsque vous voulez, la France dominait le monde jusqu'à la mort, pas tout à fait, enfin, jusqu'à la Révolution anglaise, je dirais 1689, et c'est 1688, 1689. Bon. Donc, et alors là, il y a eu, bon, on pourrait parler de la politique de Louis XIV, mais la puissance de l'Angleterre, qui était un tout petit pays, qui était 3 ou 4 fois moins nombreux que la France, comment est-ce qu'elle pouvait faire face? Parce qu'elle avait une méthode, et à partir de 1717, vous avez auparavant la Grande Loge d'Angleterre, etc., la Banque d'Angleterre, vous avez tout à coup cette puissance qui domine, et, je veux dire, le bras caché de l'Angleterre, c'est la maçonnerie, qui inonde le monde et qui lui permet, la reine d'Angleterre, elle est toujours reine, il faut remarquer. C'est-à-dire que la mère des démocraties, c'est encore une royauté. Cherchez l'erreur. Bon. Et elle domine encore, elle est la reine de tout un ensemble d'États du Commonwealth. Alors que nous, si j'entends par nous les Français, nous ne sommes même pas arrivés à garder certains pays qui voulaient rester avec la France. Donc, ils ont une intelligence, parce que je dis qu'il faut réarmer l'intelligence, mais comprendre la maçonnerie, c'est le message que j'enverrai à l'éditeur, mais comprendre comme je l'enseigne, et non pas comme tous ces 20 livres qui ne vous mènent à rien, sinon à ne rien comprendre, eh bien, c'est une école d'intelligence en théologie négative, mais la théologie négative, si vous l'inversez, vous redevenez dans la vérité de la théologie positive. Voilà. Donc ça, effectivement, et j'ai le regret de dire que le travail que je fais n'a jamais été fait ni par l'Église, ni par les papes, ni par les religieux, ni par les politiques, ni par personne. C'est tout Alors, à fait étonnant. Personne ne l'a fait. Et je tiens à le dire, vous prenez la lecture des droits de l'homme. J'ai commencé à le faire tout à l'heure. Alors vous regardez, le naïf, il passe devant, il dit c'est merveilleux, j'ai tous les droits, même le droit à la pression. Je vous rappelle, quand vous êtes arrêté par un policier, si vous résistez, hein, évidemment, c'est rébellion. C'est-à-dire que dans les droits de l'homme, on dit que vous pouvez vous rebeller, mais non, vous pouvez vous rebeller tous ensemble quand c'est décidé par le chef. Mais si vous vous rebellez à titre individuel, à ce moment-là, vous êtes traité comme un chien. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une chose importante. Mais
quand vous prenez les droits de l'homme, alors il faut prendre, il suffit de taper sur Internet, la Déclaration des droits de l'homme, et donc qui fait foi sur l'annonce aux provinces à partir du vote du 26 août 1789, donc décrété par l'Assemblée nationale et donc accepté par le roi. Donc la date qui compte, c'est accepté par le roi, puisque c'est le pouvoir qui va se démettre. Donc ça, c'était le 6 octobre. Et bien, quand vous regardez, vous avez en bas le texte. Bon, déjà, je vous ai dit que l'école de la République étant une école d'illettrés, on a appris aux gens de ne pas lire. Donc, personne ne l'a lu. Bon. Mais je vous ai montré que ça vous promet la liberté, mais ça vous applique l'inverse, l'obéissance servile à la loi, un masque, geste barrière et compagnie. Bon. Mais quand vous regardez au-dessus, là, vous avez le langage symbolique. Mais évidemment, à l'école, on ne vous apprend pas le langage symbolique puisque c'est réservé pour les initiés. Bon. Et bien là, vous voyez un triangle. Et le triangle, c'est le triangle lumineux. Et ce que je révèle, et ce que je n'ai jamais vu nulle part, c'est que ce que veut dire ce langage du triangle. D'abord, c'est le double langage. C'est-à-dire que le naïf, le chrétien, il a vu sur les autels ce triangle lumineux qui représente la Trinité, donc le Dieu en trois personnes. Bon. Vous Donc, il va y l'appelez avoir. aussi delta lumineux, c'est ça, hein? C'est le delta lumineux, on peut dire delta lumineux, triangle lumineux, delta lumineux. Alors, delta, c'est la lettre grecque, là encore, on peut en parler. Mais l'initié, on lui apprend, c'est ce que je révèle dans mes initiations, dans le 9e degré d'initiation, c'est que, en fait, ce triangle, c'est comme si vous aviez les fleurs de lys, qui signifieraient la royauté, là, ça signifie la franc-maçonnerie. C'est le résumé de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les droits de l'homme qui ont été donnés, c'est la charte en quelque sorte qui a été concédée aux Français par les révolutionnaires, c'est la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la filiation de la Déclaration des droits de l'homme, elle est maçonnique. C'est-à-dire que ce n'est pas les tables de la loi qui ont été données à Moïse, c'est les nouvelles tables de la loi de la Troisième Alliance qui fondent les nouveaux évangiles de la République se disant française. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez tout un ensemble de gens qui ont dit est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a fait la révolution, etc. Ils l'ont pris par le mauvais côté. Évidemment, les francs-maçons ont beau jeu de dire mais non, c'est pas nous. Bon, ceci dit, le nombre de loges qu'il y avait, je donne le chiffre, disant qu'il y avait des révolutions est quand même tout à fait hallucinant. Mais ils ont beau jeu de dire, il n'y avait pas un état-major banal comme l'état-major allemand qui commandait, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est la révolution, je l'ai dit depuis très longtemps, c'est un fait de langage. Ce ne sont pas tant les maçons physiques, et là vous retrouvez l'alliance évidemment avec l'Angleterre. C'est-à-dire que c'est bien le langage maçonnique qui a fait la révolution, c'est incontestable puisqu'ils l'ont signé. C'est signé sur les droits de l'homme. Et quand vous pensez que 2 siècles plus tard, plus de 2 siècles, personne n'a jamais dit, c'est ce que j'ai révélé, c'est une révélation révolutionnaire. C'est bien, nous sommes dans un régime qui n'a pas été fait par le peuple. Le peuple ne parlait pas français à l'époque, il parlait les patois, donc, que la République a détruit, hein, je vous rappelle. Et donc, la langue française, c'était la langue du roi, et donc la langue des juristes, la langue notamment des francs-maçons, et effectivement, les droits de l'homme écrits en français, c'est le cadre religieux, c'est le nouvel évangile qui est signé franc-maçonnerie. Alors à partir de ce moment-là, on est sur une autoroute. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique, c'est comment la maçonnerie qui avait imposé son évangile est le nouveau clergé de la République et domine toute la vie de la République, en particulier toutes les lois sur la famille et compagnie. Voilà. Et donc là, on est sur l'autoroute et ça ne se discute pas. On ne peut pas. La question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est d'expliquer finalement que c'est par la maçonnerie, le bras armé de l'Angleterre notamment, que les Britanniques, les Anglo-Saxons ont abattu la France plus bas que terre actuellement. Et Macron, évidemment, le bon symbole, puisqu'il nous vient directement de l'Angleterre. Alors, vous avez notamment 2 bras. Il y a l'armée britannique, évidemment, il y a la flotte britannique, et puis, effectivement, il y a aussi la franc-maçonnerie et la finance. Voilà. Et comme il contrôle le langage, l'Angleterre, c'est le royaume des flux. Bon, il contrôle les flux financiers, les flux de l'information, etc. etc. Et la maçonnerie, effectivement, leur permet d'être comme Macron, de prendre toutes les formes. Vous l'avez dit vous-même, ça sera la forme du Grand Orient, la loge mixte, etc. Bon, il y a toutes les formes, évidemment, mais qui ne sont que les bras d'une seule pieuvre, si vous voulez. La pieuvre a plusieurs bras, mais c'est quand même une seule pieuvre. Voilà. Et donc, juste en aparté aussi, une autre remarque que j'ai eue d'information, c'est que
laisse entendre que vous avez une influence catholique et plutôt conservatrice. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ce type de Ah, remarques? si j'ai bien compris ce que vous dites, ils disent que dans la franc-maçonnerie, il y a une influence conservatrice et catholique. Ben, je vous renvoie, il faut des. Ah, parce que, une chose que je précise, il est évident que le plafond de verre, il n'y en a pas qu'un. C'est-à-dire qu'il y a le plafond de verre entre les initiés, en gros, et les cons qui sont les Français, si vous voulez, qui se croient citoyens. C'est le gag. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle citoyen, il n'y a aucun pouvoir. Un citoyen, à Rome, avait quand même été respecté déjà, ce qui n'est pas le cas. Mais il est évident que la franc-maçonnerie a été divisée pour coller au terrain. Effectivement, vous avez besoin, il y a des plafonds de verre, c'est-à-dire que le maçon du degré inférieur ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Bon, c'est un empilement de plafonds de verre. Et là-dedans, évidemment, comme vous rentrez partout, c'est comme si vous disiez dans la franc-maçonnerie, il y a des Indiens, bien entendu, il y a des Africains, bien entendu, il y a de tout dans une armée. Mais c'est pour coller au terrain. La question, c'est qu'il y a une certaine diversité, une variété, mais l'esprit est le même. Et c'est l'esprit qui domine la matière. Voilà. Et donc, vous n'avez qu'une seule maçonnerie. Et si vous avez des choses qui apparaissent comme différentes, ça obéit. C'est comme vous avez dans l'ex-armée française, vous aviez des Spahis, vous aviez des Sénégalais, etc. Il n'empêche que c'était la même armée française. Alors, vous dites qu'il faut une immense haine et perfidie pour détruire l'âme d'un peuple au nom du plus pur humanisme. Qu'est-ce que vous pensez Ah, c'est de... c'est très clair, c'est-à-dire que c'est ce qui est très très clair, c'est que quand vous prenez les résultats, vous voyez que la France n'a plus qu'une âme. Bon, liberté, égalité, fraternité, ça ne vous donne plus d'âme. C'est-à-dire que on peut dire la France a une âme, il y a une très belle image de cette âme, parce que la France préservait les libertés. Je l'ai dit, c'est Machiavel qui le dit. La France, il suffit d'ailleurs de se promener, vous voyez les maisons, vous prenez les villages. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une très grande, je veux dire, variété et non pas diversité. La diversité divise, la variété unit. Il y a une très grande variété dans les villages, dans les costumes, dans la manière de s'alimenter, etc. Mais vous aviez un esprit qui était le même, qui était cet esprit qu'on pourrait appeler français, qui était le lien royal. Et il y avait une très belle image, parce que maintenant, il y a les médias, mais lorsque vous aviez le dauphin, par exemple, qui naissait, eh bien, vous aviez toutes les cloches qui carillonnaient. C'est ce qui s'est fait, je vous rappelle, pour le 11 novembre 1918. Mais disons qu'il y avait une âme, et cette âme, évidemment, ce n'était pas la franc-maçonnerie, c'était la catholicité, et c'était, si vous voulez, le culte du roi, si je peux dire le culte au bon sens du terme, c'était le respect du roi, qui était le lien entre tous. Et le roi a été remplacé par la loi, mais la loi n'a pas d'âme, alors que le roi, effectivement, c'était une famille à laquelle on s'identifiait. Et l'image, tout le monde peut la comprendre, c'est la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, qui est une potiche, qui n'a pas le droit de parler et qui agite la main, eh bien, même en étant potiche, en ne disant rien, en répétant ce qu'on lui dit, eh bien, vous avez tout un peuple qui a une dévotion. Donc, c'est l'image de ce qui nous a été volé, parce que je vous rappelle en particulier que le God Save the Queen, ça a été copié aux Français. C'est lorsque le roi Louis XIV était mourant, il y a Fax Salvem Regem, c'était qu'il y a une musique qui a été faite, et comme les Anglais sont des pillards, je l'ai dit, des voleurs, effectivement, ils nous prennent tout et nous le revendent. Et le God Save the Queen, c'est un chant français traduit en anglais. Voilà. Donc c'est vraiment une farce, si vous voulez, et on est sur le diable et le singe de Dieu, on est dans une singerie, et ce qui est très drôle, si je peux dire tragiquement drôle, c'est de voir les Français qui disent c'est merveilleux la reine d'Angleterre, mais c'est quand même sur les Anglais qui ont fait couper la tête du roi Louis XVI, parce que l'exécution de Louis XVI, la décapitation, est un rite. Il faut bien croire que c'était un rite. Hein, c'était pas personne, c'était effectivement un acte symbolique qui effectivement venait effectivement d'Angleterre, qui, je vous rappelle, a montré l'exemple avec Charles Ier. Alors, on arrive doucement à la fin de cette interview. Vous prenez un retour de la deuxième alliance, c'est-à-dire de replacer Dieu, la vérité et le bien en haut de la pyramide, et de déloger les imposteurs, les menteurs et ennemis de Dieu et des Français, les francs-maçons. Quelle est la manière la plus efficace de s'y prendre? N'y a-t-il que le langage? Vous faites un raccourci là l'idée, c'est quand je dis revenir à la deuxième alliance, ce n'est pas une opinion. Euh, Ceux qui ont fait une reprise d'entreprise et qui m'écoutent vont comprendre ce que je veux dire. Quand vous avez une société qui est agonisante, je parle de la société française, bon,
qui ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus rien, c'est normal. La déconstruction, à force de déconstruire, il ne reste plus rien. L'école a été détruite, la foi a été allée, et vous avez justement d'autres personnes qui ont une foi. Bon. Quand vous prenez les sujets un par un, désindustrialisation, abêtissement, etc., etc., non. Eh bien, c'est comme pour la santé. Lorsque vous êtes malade, vous dites, tiens, depuis quand est-ce que je suis malade? Et si vous constatez que quand vous mangiez autrement, vous agissez autrement, vous étiez en bonne santé, eh bien, vous revenez à l'état précédent. C'est-à-dire, dans une entreprise, quand vous reprenez une entreprise, si vous voulez sauver l'entreprise, vous enlevez tout ce qui n'est pas le cœur de métier. Vous gardez le cœur de métier et vous partez avec. Et là, le cœur de métier de la France, il est évident, le modèle français, il est évident. Je la joue courte parce que je compte faire un jour quelque chose sur ce sujet, mais c'est le modèle qui a été abattu à la Révolution et encore par un abîtissement extraordinaire, parce que je rappelle que dans les mairies, vous avez un bonnet phrygien, et ce que veut dire ce bonnet phrygien, c'est que nos ancêtres étaient des esclaves. C'est-à-dire que la République nous a apporté la liberté. C'est quand même à se tordre de rire, alors qu'elle nous a apporté l'esclavage. Quand vous regardez une pièce de Molière, et Molière, finalement, Molière, ils ne sont pas arrivés à la batte. Je vous rappelle que Molière était le commensal du roi. Eh bien, quand vous assistez à une pièce de Molière, et on dit c'est la langue de Molière, eh bien, ça vous décrit une société vivante, une société qui était une société de liberté, si vous voulez. Bon. Et donc, ceux qui veulent la France, il y a des gens qui veulent inventer un nouveau modèle. Il n'y a pas on ne peut pas réinventer de nouveau modèle. Il se pourrait que la France disparaisse et qu'il y ait autre chose qui vienne, par exemple une république musulmane, autre chose. C'est possible. C'est comme en Égypte. Personne ne parle jamais de l'Égypte. Je vous rappelle que l'islam a complètement détruit tout ce qui était copte. Les coptes, c'était les Égyptiens de base. Et donc, il y a un modèle, c'est comme une plante, ça vit, effectivement, ça peut mourir. C'est-à-dire que la France peut mourir, ce n'est pas le moment de décrire ce que c'est que la France, mais personne ne décrit ce que c'est que la France. D'ailleurs, on n'entend que des âneries sur l'identité française, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais donc, le principe vital de la France, il est à rechercher et il se voit dans tout ce qu'a laissé la France au plan religieux, au plan culturel, au plan politique, au plan artisanal, etc. Bon, au plan gastronomique. Et donc, actuellement, il n'y a pas une nouvelle offre. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'était d'où on vient, mais on ne va nulle part. Il n'y a rien. D'ailleurs, le débat à l'Assemblée, quand on dit que c'est représentatif, les partis politiques ne représentent rien. Qu'est-ce que ça veut dire l'anus compagnie, ça ne veut rien dire. Excusez-moi le mauvais jeu de mots. Ensuite, vous avez, que veut dire même le Rassemblement national, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, une chose. Quand vous prenez ensemble, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est-à-dire que ce qui représentait la France, et on le voit dans les États généraux, c'est-à-dire que l'organisation de la France était organique. C'est-à-dire que elle était biologique. C'était un produit bio. Résultat, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui représentaient la défense du territoire. En gros, c'était la noblesse. Je parle de la noblesse d'épée, je ne parle pas de la noblesse d'Europe, c'est un autre sujet. Vous aviez donc les fils de la guerre, c'était les nobles. Les fils du ciel, c'était les religieux. Les fils de la terre, c'était les paysans, qui n'ont pas été admis aux États généraux, c'est dommage, évidemment. Et puis, vous avez les fils de l'industrie, c'était le tiers-état. Bon, le clergé, donc, c'était représentatif de quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Les cahiers de doléances voulaient dire quelque chose parce qu'ils représentaient des corps. Mais justement, dans l'article 3 des droits de l'homme, nul corps de l'individu ne peut exercer l'autorité qu'il en est mal expressément. C'est-à-dire que la République déteste les corps. Alors, elle déteste les corps, les provinces ont été détruites. Pisani a dit un jour le mot abominable de province disparaîtra, c'est ce qui se passe maintenant. On parle de territoire. Ces territoires, ça rappelle les occupied territories, les territoires occupés. Donc, territoire, c'est un terme militaire. Donc, ce qui est vrai, ce n'est pas la région. La région, ça ne veut rien dire. Bon. Mais ce qui est vrai, ce sont les pays. Autrefois, il y avait le village, il y avait le pays, il y avait la province, et puis il y avait la France, et puis il y avait. Bon. Et donc, ça, c'est la vérité. Si nous voulons vivre, le système, il est simple, il n'y a rien à réinventer. C'est comme vous ne pouvez pas vous réinventer. Vous pouvez, Macron, c'est le terme de Napoléon, Napoléon, je veux dire Macron. Bon. Ce qu'il faut, c'est faire vivre l'existant. C'est-à-dire, il faut faire vivre les villages, effectivement, il faut refaire vivre les pays, les solidarités organiques, culturelles, c'est ça la clé. Bon. Et après, parce qu'on n'est pas là uniquement pour se déplacer en voiture, il faut retrouver le village. Je demandais dans un village à un coiffeur, une femme qui vous êtes là depuis combien de temps? Elle me disait depuis 20 ans. Je dis, qu'est-ce qui a changé dans ce village, qui est un village bien connu? Elle m'a dit, ça ne vit plus.
et là c'est un peu le mot de la fin, c'est que la franc-maçonnerie et ce monde moderne, effectivement, a tué la vie. C'est-à-dire que vous regardez à la télévision la vie des autres. Vous ne connaissez pas votre voisin, vous ne vivez pas, vous ne faites rien, mais où partez au tourisme, vous allez voir ce que les autres ont fait et qui ne vit plus, si vous voulez. Vous voyez les Vous églises. voulez dire quoi? Qu'ils ont tué la vie, mais aussi surtout la vie rurale au bénéfice Oui, parce que de l'activité urbaine? oui, c'est là qu'il faut revenir. Le principe de géométrie, vous savez que je suis un matheux, si vous voulez, la géométrie a beaucoup de qualités, mais la géométrie est d'ordre minéral. C'est-à-dire qu'elle c'est pas vivant, même si dans la vie, on retrouve des figures de géométrie. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y a une logique trilatérale. La logique trilatérale, c'est que nous sommes tous au cœur d'une trilogique trilatérale. Il y a le spirituel, il y a le vital et il y a le minéral. Bon. Et actuellement, dans les mathématiques, en supprimant d'ailleurs la géométrie, ils ont supprimé même le qualitatif. C'est-à-dire que nous marchons sur un sixième de logique. Et effectivement, la mort de la campagne est consubstantielle, je veux dire, au principe de la franc-maçonnerie, qui est l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est l'usine, la reproduction, la multiplication, etc. Mais ce n'est pas la vie. Et ce que la République franc-maçonne et le langage franc-maçon ont fait, c'est qu'ils ont réduit à leur méthode qui est liée à la royale et qui n'inclut pas ni la biologie, si vous voulez, au vrai sens du terme, ni le vrai spirituel. Ce sont des formes mortes. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, et là, Bauer dit une chose très intéressante, dont nous en parlerons, à la Bauer, parce qu'il se pose de bonnes questions, c'est peut-être pour ça qu'il n'a plus la même place qu'avant, c'est, si vous voulez, c'est l'origine pythagoricienne. Et chez Pythagore, que j'ai bien décrit, l'école pythagoricienne, qui est une école initiatique, bien entendu, avec les acousmatikoi et les mathématikoi, c'est-à-dire qu'il y a toujours les initiés et les cons, excusez-moi, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas compris comment on les traite, eh bien, il y a les initiés et les autres. Et Eurytos, qui est un disciple de Pythagore, se voit un jour poser une question sur un plateau de l'époque. Les plateaux de l'époque, ce n'était pas BFM TV ou autre, excusez-moi la publicité, c'était une plage où il y avait du sable, on pouvait, ou ailleurs d'ailleurs. Bon. Et quelqu'un lui dit, mais vous dites que tout est nombre, parce que pour les pythagoriciens, tout est nombre. Mais l'homme n'est pas un nombre. Alors Eurytos, le pythagoricien Eurytos, ne se démontre pas. Il dit, mais je vais vous prouver que l'homme est un nombre. Vous vous rendez compte? Ça, c'était il y a 2500 ans. Hein, bon. Il dit, je vais vous prouver que c'est un nombre. Et il dit à la personne en question de s'allonger sur le sable. La personne s'allonge, évidemment. Alors, il prend son doigt et tout autour de la personne, il dessine la silhouette. Il dessine la silhouette, les gens, etc. Et là, donc, c'est une ligne fermée. Donc, il a enfermé l'homme dans cette figure de géométrie, en quelque sorte. Et puis après, il prend des cailloux. Et je vous rappelle que caillou, c'est calculus, le calcul. Et il met des cailloux tout au long de cette ligne. Et puis après, il compte les cailloux, et là je dis ça pour l'humour, il dit 666. Donc l'homme est bien un nombre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que l'homme, évidemment, n'est pas un nombre essentiellement, mais il peut être enfermé dans une figure de géométrie, et la figure de géométrie peut être réductible au nombre. C'est ce que les pythagoriciens appellent l'arithmogéométrie. 3 triangles. Et là, on est déjà dans l'initiation maçonnique. Et donc, le monde moderne nous a enfermés dans des nombres et dans des algorithmes. Vous voyez, c'est la fameuse phrase, je connais votre algorithme, je sais combien, je suis votre algorithme, je compte vos palpitations cardiaques. C'est-à-dire que le monde moderne réalise sans frein le rêve des pythagoriciens. Et là, vous retrouvez l'initiation maçonnique. C'est pour ça que je dis, si vous voulez réarmer votre intelligence, comprenez ce que je vous dirai sur la franc-maçonnerie qui, hélas, c'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Alors on peut dire que c'est une secte, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi elle est intrinsèquement perverse, si vous voulez, c'est que c'est un signe de mort. La franc-maçonnerie qui a tué le spirituel, qui tue le biologique, on le voit dans toutes les lois, elle est un instrument de mort, j'allais dire, à son insu. C'est-à-dire que le maçon est cocu. C'est ça qu'il faut bien voir. Le maçon de base, il est cocu. Il n'est absolument pas initié. Il est un peu plus initié que le con qui est un profane, mais lui-même, on a toujours un plus con que soi, si vous voulez, pour reprendre une expression. C'est-à-dire que c'est un millefeuille et dans lequel la feuille du dessous ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Et là, on tombe. Ce n'est pas l'occasion d'aller plus loin, mais donc dans cette initiation et la mort, c'est que la franc-maçonnerie fait passer les fils du spirituel et d'autres à sens inverse, même du pouvoir. Parce que la révolution s'est faite contre le pouvoir, soi-disant. Mais en fait, elle nous a détruit le pouvoir bienfaisant
pour le remplacer par un pouvoir oppressif. Donc, elle fait toujours l'inverse. Et donc là, on arrive, puisque vous l'avez dit, si vous voulez, à la fin, c'est que notre système politique est fait pour nous faire glisser constamment à gauche. Mais à gauche, je vous dis, la métrique de la politique, c'est droite et gauche. Droite, c'est Dieu, le roi, et gauche, évidemment, c'est l'inverse. C'est la laïcité et c'est la diffusion dans les lobbies. Et donc, c'est ce glissement à gauche, c'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire c'est l'inversion théologique. Vous remplacez Dieu par l'homme, et vous voyez maintenant le résultat, c'est que c'est cette haine intrinsèque de l'homme, cette haine de la femme d'ailleurs, cette haine de la vie, cette haine du futur, qui fait que l'humanité est en perdition, ne fût-ce que pour une raison très simple, c'est que ce qui s'était jamais fait depuis le début de l'humanité, c'est de ne pas s'intéresser à l'au-delà. Alors les maçons font semblant d'être au-delà, et ils le sont jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ceux qui ne trouvent pas leur nourriture dans cette nullité intellectuelle sont attirés par la tradition maçonnique, j'emploie le mot, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la franc-maçonnerie est le dernier refuge de la tradition. C'est pour ça que je vous dis c'est plus subtil que ce qu'un peuple devrait penser, c'est-à-dire qu'ils ont, et ils croient le trouver là, et ceux qui cherchent la tradition retrouvent cette destruction mortifère. C'est tout ça que je ne veux pas aller plus loin maintenant, mais qui est la clé, et je veux dire, avec cette idée qu'il ne faut jamais perdre de vue, nous ne sommes pas en laïcité, il y a un clergé, c'est le clergé de la franc-maçonnerie, avec cette religion de droit de l'homme qui a inversé la religion qui avait fait la gloire, le salut, la richesse et la suprématie, au bon sens du terme, de la France. Et la France ne pourra pas revenir si elle n'inverse pas les fils, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on peut dire de revenir à deux diamants, mais il faut inverser les fils qui ont fait dominer la maçonnerie anglaise et derrière la maçonnerie anglaise, ce monde anglo-saxon qui est en train de détruire l'humanité. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même le fondement des États-Unis, c'est trois choses. Le puritanisme, ça conduit à la prostitution. Bon. Deuxièmement, l'esclavage, fondement des États-Unis, les fameuses libertés. Et le troisièmement, c'est le génocide des Indiens. Voilà le genre de choses qui dominent le monde. Voilà. Et ce qui est tragique, c'est qu'on voit actuellement la politique des États-Unis, qui est une politique, comme le disaient les Indiens, pourquoi veulent-ils tout? Ils veulent tout. Et là, on est, si vous voulez, on va vers, toujours plus vers cet abîme. Et la France, et c'est le mot de la fin si vous voulez, c'est à moins que vous me posiez une autre question, si vous voulez, c'est la France a le dépôt des vraies valeurs. Et ce qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est qu'en dépit de toutes les calomnies des francs-maçons sur la royauté, sur la religion catholique, eh bien, le monde entier d'instinct, le peuple, démocratiquement, si j'en tiens un mot, les peuples sentent que c'est la France qui a le tabernacle des vraies valeurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que de même que les peuples d'Autriche-Hongrie rêvent encore d'Autriche-Hongrie, même Macron rêve encore de la royauté, puisque dans mon livre qui est là, j'ai dit la figure du roi. Macron disait il manque au processus démocratique, il y a un vide, un absent, c'est la figure du roi. Et donc, ça peut paraître fou, mais quand on fait marcher son cerveau normalement, on voit qu'il y a un maillon manquant, c'est le nouveau clergé. Et effectivement, c'est une religion inversée. Et tant qu'à faire, si on a une religion inversée, il vaut mieux avoir la vraie religion. Et j'ai à dire, si on a un roi comme Macron inversé, eh bien, ceci dit, il n'y a pas de candidat, je vous rassure, actuellement, parce que c'est la désolation de ce côté-là. Mais il vaut mieux un homme qui ne change pas toutes les 2 minutes et revenir en tout cas. On appelle ça la deuxième alliance, on peut l'appeler comme ça, mais c'est revenir aux fondamentaux, aux principes vitaux, spirituels, intellectuels, culturels qui ont fait la France et qui, par la personne du roi, comme en Autriche-Hongrie, avaient préservé les peuples. C'est-à-dire que ce qui est frappant, contrairement à la conquête de l'Angleterre par les Romains et autres, c'est que la royauté française avait gardé ce millefeuille d'une certaine manière, cette variété qui faisait que les Bretons, les Alsaciens, les Provençaux, les Arvernes et autres vivaient chacun leur identité sous la clé de voûte, effectivement, de la royauté et la catholicité. C'est-à-dire, c'était même Bernard-Henri Lévy est obligé de le reconnaître, c'est-à-dire c'est la recette magique de la démocratie qui préserve les coutumes, les usages, les patois, cette variété
cette variété que nous avons perdue actuellement et qui est en train de transformer tout le monde en des zombies, une sorte de prolétaire intellectuel, bachelier, qui ne sait rien et compagnie. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, la clé, c'est que cette laïcité, de toute façon, ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Mais en tout cas, c'est elle qui nous tue. Et vous avez parlé de l'âme. Il n'y a pas de peuple sans âme populaire. Et maintenant, il n'y a plus d'âme populaire. L'individualisme, c'est évidemment la mort de l'âme. Et ce que nous aimons, et nous l'avons vu lors de ce coronavirus, nous aimons nous retrouver ensemble et nous aimons communier sur des vraies valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas la fraternité, puisqu'il faut même perdre, nous n'en avons plus, puisque Dieu n'existe pas, n'est-ce pas, pour la laïcité, mais ce qu'il faut, c'est une communion. Et la clé du catholicisme, c'était la présence réelle copiée par les maçons, justement, avec la petite delta lumineuse, et surtout cette communion que l'on retrouvait dans ces fêtes, cette manière de se retrouver. Parce que le but de la vie, ce n'est pas Internet, ce n'est pas de regarder les autres à la télévision, c'est de vivre soi-même. Alors, il y a une équation, et je n'en parlerai pas plus, c'est évidemment la question technique. Effectivement, il y a cet élément, cette crémaillère dont j'ai parlé dans mes livres précédents, la perversion mathématique, c'est cette mathématisation qui évidemment nous conduit à l'homme qui est zéro. J'avais fait un article dans la revue Autrement, je disais déjà à l'époque, c'était dans les années 90, nous allons vers un pouvoir infini et un homme nul si nous continuons dans cette voie. Et hélas, la franc-maçonnerie, évidemment, c'est un accélérateur dans cette voie et il n'y a aucun frein pour revenir à l'humanité. Et l'humanisme maçon, c'est la destruction de l'homme. Alors, on arrive donc à la fin de cette interview. Juste une dernière question, Monsieur Lipinski. Euh, Quel message donnez-vous aujourd'hui aux individus qui sont dans la franc-maçonnerie, en quelques mots? Ah ben, elle est bonne celle-là. Bon, je dirais que d'une manière générale, mon message, si vous voulez, c'est de dire que l'âme d'invisibilité est théologique. Et ça, les francs-maçons l'ont compris. Bon, le problème, c'est qu'ils le font à l'envers. Donc, d'une manière générale, il faut se réarmer, se mobiliser, agir. Il faut vraiment vouloir changer les choses. Il faut s'engager en rendant visible quelles sont les armes de la franc-maçonnerie. Pour s'en emparer, bien entendu, il faut s'en engager. Je dirais qu'il faut diffuser, notamment, en particulier, notre entretien. Et il faut vraiment comprendre, suivre pas à pas cette initiation à la magie noire et à l'art royal que je n'ai pas terminé, mais il faut bien réfléchir, s'en emparer. Et puis, donc ça, c'est pour tout le monde. Mais concrètement, j'avais lancé un appel aux guerriers. On voit qu'actuellement, s'il n'y a pas ce qu'il y avait comme la franc-maçonnerie, d'une certaine manière, qui copie les ordres religieux, si vous voulez, si nous n'organisons pas, si vous voulez, la défense spirituelle, intellectuelle et politique de la France, eh bien, nous avons les ennemis qui vont détruire. Et plus particulièrement, je dirais pour les francs-maçons, finalement, c'est que, j'allais dire, d'abord sous forme de boutade, qu'ils me rejoignent, parce qu'ils sont armés, si vous voulez, ils sont déjà armés. Donc, il n'y a plus que maintenant de les faire aller dans la bonne direction. Donc, je lance un appel de ce côté-là. Ceux qui veulent rester, eh bien, qui fouinent un petit peu pour voir ce qu'on leur cache. Mais je les invite finalement à utiliser tout le savoir-faire qu'ils ont, je dis pour les meilleurs, ceux qui ont encore une conscience, ceux qui sont donc en bas de la pyramide en général. Et il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'on leur promet, c'est-à-dire un véritable humanisme. C'est ce qu'il appelle le grand architecte en lui donnant son vrai nom. Et effectivement, la logique, c'est qu'aucune révolution ne s'est faite à l'extérieur de la cité. Donc, ce sont aux maçons qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie de faire la vraie révolution qui nous a conduit à l'abîme en 89, mais faire une révolution positive et finalement en utilisant les armes de la tradition traditionnelle qu'ils ont pour le bien et non pas pour le mal. Arnaud Lipinski, merci beaucoup pour cette interview qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais qui est une bonne chose puisqu'il sera divisé en deux parties. Il sera disponible sur Apple Podcasts, première partie, deuxième partie sur Spotify et d'autres plateformes. Et aussi disponible donc sur le site de franceliberté.tv sous forme vidéo. Là encore en deux parties. Ça permettra de pouvoir assimiler toutes les informations très intéressantes qu'il y a dans cette interview et les différents points qu'on a abordés. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur cette interview? Je l'ai dit, nous sommes vraiment
à un moment tragique de l'humanité, et c'est en remettant la théologie, l'intelligence, tout en remettant le monde à l'endroit, que nous pourrons sauver cette humanité en perdition, qui est dans une souffrance spirituelle, physique et autres terrible, et avec tous ces mensonges qui sont diffusés sur la prétendue écologie, il y a une haine de la nature, je veux dire, et donc il faut vraiment que les élites, les vrais, se mobilisent pour remettre ce monde à l'endroit, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc j'invite les maçons qui sont intéressés, si je peux dire, par le bien, à faire ce qu'on leur a promis, et ce qui est trahi, parce qu'on les conduit à l'inverse de leurs promesses, comme tout ce qui est fait à l'extérieur. Et ceci dit, les autres, ceux qui veulent vraiment agir, je les invite éventuellement à me contacter, mais il y a un travail titanesque, mais qui est nécessaire, parce que nous y sommes déjà à l'abîme, et il y a pour l'instant, sauf la nature des choses, heureusement, c'est-à-dire que la nature aura le dernier mot, bon, ça on ne doit pas l'attendre, mais l'intelligence, ça consiste quand même à prévenir et ne pas attendre que les choses se fassent tout seuls dans les douleurs de l'enfantement. Parfait, merci beaucoup. Je précise aux auditeurs que donc, cette interview sera en 2 parties. Il y aura aussi la version intégrale qui sera diffusée sur les plateformes de podcasting, donc Apple Podcasts, Spotify, le site de franceliberté.tv. Inscrivez-vous aux notifications de nouveaux messages, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous sur le canal Telegram de France Liberté pour suivre. Euh, Et puis excusez-moi d'ajouter, vous pouvez, les éditeurs, voir sur Réarmer l'intelligence, au-delà bien entendu ce que vous dites, oui, revoir la succession de ces carèmes initiatiques et de me donner évidemment le retour qui sera toujours bienvenu. Voilà. Et merci de m'avoir invité pour faire ce bon travail, la bonne cause, et remettre le monde à l'endroit, si je peux dire. merci, Monsieur Lipinski. Merci, monsieur. Merci.